vous installer, installez-vous, bienvenue. Ah oui, du coup, on encadre aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait pas face à face, on encadre. Très bien. Non, nous, on encadre. Parfait. Et ça va, Tommy? Ça va. Et comment vous allez, vous, sinon? Très bien, Pixel très Player. bien. Ah, je pensais que c'était Tommy qui parlait, mais pas du tout. Du coup, on va commencer, Tommy, du coup. Tout à fait. Donc on va laisser présenter quand même d'abord Mélanie, qui est la présidente du coup de Pixel Player. Donc présente-toi et présente l'association que... Ouais. Alors donc moi je suis Mélanie Paris, je suis la déléguée générale de Pixel Players. Donc, Pixel Players, c'est un cluster qui réunit les acteurs du divertissement digital en région Centre-Val de Loire. Donc acteurs du divertissement digital, pour être un petit peu plus précis, ça va être des studios de jeux vidéo, ça va être des studios VR, réalité augmentée, un petit peu plus haut. Voilà. On a aussi e-sport, gaming, voilà, tout cet écosystème-là. Et puis le but de la structure, c'est de regrouper l'ensemble des acteurs pour être plus fort, plus visible, et puis aider les structures à se développer, à les accompagner sur plein de secteurs. On en parlera un peu plus après avec Johnny. Et puis de participer par exemple à ce type de salon, de les accompagner et de les aider. Donc du coup sur le stand on peut retrouver tous les jeux du coup présents en partenariat avec Pixel Player. Du coup ça fait combien de temps que vous existez? Alors ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on existe. Donc on a sur 2022 on avait un peu plus de 50 adhérents. D'accord. Sur l'ensemble de la région. Et puis là depuis 8-10 mois on a nos locaux à MAM. À côté à Tours, où on réunit aussi physiquement des acteurs au bureau pour en fait favoriser les échanges, permettre aux acteurs d'avoir des bureaux un peu plus professionnels à des prix plus accessibles parce que c'est pas évident, et puis de pouvoir rencontrer d'autres professionnels, créer des échanges, et puis pouvoir recevoir aussi des clients ou des partenaires. Parce qu'on a aussi une salle de réunion, on a un local adapté. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que Zarmal, tu as d'autres questions sur le sujet? Alors ouais, moi je suis en train d'écrire dans le chat en même temps. Mais du coup, vous avez parlé de visibilité du coup, mais c'est quelque chose du coup qui, je pense, est clairement le fer de lance du coup de Pixel Player, c'est-à-dire que l'objectif c'est aussi de permettre de promouvoir des personnes qui du coup ont souvent donné leur bonne partie d'eux, qui ont mis une bonne partie d'eux dans les jeux. Et parce que finalement, aujourd'hui, de la visibilité pour les développeurs indépendants, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Oui, c'est extrêmement difficile. Et puis en plus, c'est souvent une partie qui est un petit peu négligée, faute de temps, de ressources, parce qu'ils sont concentrés sur d'autres aspects de développement du jeu. Et la com arrive parfois un petit peu tard dans le projet. Donc nous, le but là, c'est de les aider et de mettre le focus sur cet aspect-là un peu plus tôt. Donc on met en commun nos ressources, nous on communique aussi beaucoup sur nos réseaux, on fait des mises en relation pour les aider aussi à communiquer au travers de la ville, la métropole, la région, de participer à des actions aussi locales. Pour aider, et puis aussi que les autres adhérents soient relais de communication. Et qu'en fait de tisser un maillage régional et de favoriser la communication de leur studio, de leur jeu, de leur savoir-faire. D'accord. Et est-ce que du coup, petite question pour savoir, est-ce que tu as joué à tous les jeux qui sont présents sur les stands? Est-ce que tu les as testés? Oui, je les ai tous testés. Il y en avait un que j'avais pas encore testé hier puisque c'est un nouveau jeu, mais j'ai fait hier. D'accord. Donc, c'est des univers complètement différents pour chacun, donc c'est assez rigolo en plus de découvrir tout ça. Certains jouent tout seuls, d'autres à plusieurs. Là, on a un joli panel de ce qu'on a en studio indé en région. On en a d'autres, on les a pas tous sur le salon, mais venez tester, c'est très très sympa. D'accord, ok. Donc du coup, à côté de moi, j'ai Johnny. Bonjour. Salut Johnny. Développeur de Tiny Visitor. Exactement. Donc on va te laisser te présenter dans un premier temps et après on va montrer un peu le trailer du jeu. Donc
à ton tour. Donc bonjour à tous, moi c'est Johnny, je suis le créateur du studio Fun Included et je suis en train de développer mon premier jeu, comme le disait Tommy, qui s'appelle Tiny Visitors. Donc rapidement le pitch du jeu, vous êtes un robot extraterrestre de 5 cm de haut qui s'écrase sur Terre dans une maison qui va être immense pour lui du coup, mais vous ne serez pas forcément tout seul dans l'aventure, le jeu est jouable jusqu'à 4 joueurs en coop local. Et voilà, l'idée c'est que c'est un mélange entre un platformer 3D et un escape game où le but va être de fouiller un peu toute la maison à la recherche d'objets pour trouver un moyen de s'échapper. D'accord, ok. Est-ce que la régie, le trailer est prêt? En tout cas, ça va être lancé. Donc du coup, c'est un jeu d'exploration à la fois. C'est une sorte de semi-monde ouvert, c'est-à-dire que là, pour l'instant, de ce que tu nous disais la dernière fois, on a accès à une partie de la maison, mais ça va évoluer avec le temps. Tu vas rajouter des endroits où on va pouvoir explorer, faire des mini-jeux, comme on le voit un peu sur le trailer, bon là il y a une partie qui a l'air plutôt une partie d'exploration. Ouais voilà c'est ça, en fait il y a toute une partie histoire, aventure, exploration qui consiste à aller récupérer des objets, les ramener pour réussir à s'échapper. Donc le jeu à l'heure actuelle est en accès anticipé, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie de la maison qui a été créée pour le moment. Et justement, je vais agrandir, rajouter les étages et les pièces suivantes au fur et à mesure du développement du jeu. Ouais. Donc du coup, alors je crois que tu me disais la dernière fois, on n'est pas forcément obligé de suivre l'axe principal, quoi. Du coup, c'est-à-dire qu'on a un axe principal dessiné, mais on n'est pas obligé de le suivre. Non. Justement, il y a. En fait, si on veut faire l'aventure, il faut suivre un petit peu l'axe principal pour avoir un peu toute l'histoire. Ouais. Mais après, le jeu est ponctué de mini-jeux qui, pour certains, sont compétitifs, certains sont coopératifs, qui vont permettre de casser un peu justement l'aventure pour se détendre un petit peu. Quand on en a un peu marre de chercher et qu'on ne trouve pas, ça va permettre aussi de se détendre avec des petits jeux des courses. Il y a un Floris Lava, des petits jeux comme ça, vraiment, avec un côté très rapide, très rigolo. Ouais, c'est hyper ludique comme petit jeu. D'accord. Ok. Et Tommy, toi tu l'avais testé du coup en live du coup. Moi du coup j'ai eu la chance de le tester avec un ami streamer qu'on salue, Full Stream s'il est dans le coin. Et franchement moi j'ai adoré le jeu, surtout le côté libre bac à sable finalement comme tu avais envie de faire en fait. C'est que on est dans une map avec des objets plus grands que nous et le but c'est d'escalader, de trouver des objets et au fur et à mesure qu'on trouve des objets, en plus c'est des piles il me semble où on peut débloquer des pouvoirs. Alors, les piles c'est pour gérer l'énergie, mais oui après au fur et à mesure qu'on ramène les objets, qu'on débloque, qu'on avance dans l'histoire, ça débloque petit à petit des capacités comme un jetpack, la possibilité de lancer les objets avec beaucoup de force autour de nous. Oui, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se débloque au fur et à mesure de l'aventure, justement. Donc, voilà. Très sympa le jetpack. Et du coup, moi, je sais que pour Johnny, c'est sa première convention. Exactement. Comment ça se passe? Est-ce que Mélanie, tu l'as trouvé un peu stressée, il appréhendait ou Oui, forcément un peu, puisque c'est sa première. Le jeu est sorti vendredi matin. C'est vrai. Ou jeudi, je sais plus. Non, jeudi matin. Jeudi matin, donc juste, on a installé le stand et le jeu sortait après. Donc oui, disons que c'est un gros week-end pour Johnny. Je dois avouer. Et pour l'instant, ça se passe bien? Écoute, pour l'instant, moi, très satisfait du salon. La journée d'hier a déjà été chargée, alors qu'on m'avait dit que c'était la plus calme du week-end. Ouais, donc j'attends de voir aujourd'hui et demain ce que ça va donner. Mais, tu vas être fatigué demain soir, je pense. Je pense qu'à la fin du week-end, je vais être un petit peu éclaté, un petit peu fatigué. Ouais. Alors, du coup, excuse-moi, vas-y. Ce qui est sympa, c'est que là, l'avantage pour Johnny, c'est qu'il arrive, il n'est pas tout seul. Oui. En fait, sur le stand, on a plusieurs studios, certains qui ont déjà fait plusieurs conventions, plusieurs salons, donc qui sont un peu plus rodés à l'exercice. On a un autre studio pour qui c'est une première. En fait, et puis nous, on est là et on a tout l'accompagnement, donc je pense que c'est rassurant pour eux de ne pas faire ça tout seul sur un stand de manière isolée, de pouvoir échanger avec les autres, d'être aussi un peu accompagné, d'être en groupe. Je pense que c'est sûr que c'est un peu rassurant quand même. Ouais. Être avec les autres studios accompagnés par Pixel, qui eux en plus ont plus d'expérience pour la plupart sur tout ce qui est salon et même commercialisation de leurs jeux, présentation de leurs jeux. Ils m'ont donné plein de conseils, ils m'ont tous beaucoup soutenu et c'est vraiment cool. En plus, on a un stand vraiment génial avec beaucoup de visibilité. Donc moi, ça m'a vraiment aidé plutôt que d'être tout seul dans mon coin. Ça m'a permis aussi de moins appréhender parce qu'ils m'ont tous beaucoup soutenu.
m'ont tous beaucoup encouragé, donc ça facilite aussi les choses pour une première. Ouais. Oui, Ouais, et surtout, comme tu disais, du coup, tu es tout seul à développer le. Ouais, à je être voulais développeur venir sur le là-dessus. jeu. Ouais. Comment t'es arrivé à la démarche à un moment donné de se dire bon, je me lance, je vais faire mon jeu. Et finalement, les difficultés, comment ça s'est passé, toi, je veux dire, le développement de ce jeu, parce que ça fait quand même quelques temps que tu es dessus. Et j'imagine que tu as eu l'idée depuis même quelques temps avant de te lancer. Tu avais déjà probablement des idées de ce que tu voulais faire, que tu voulais tenter une aventure là-dessus. Est-ce que tu veux en parler? Tu peux en parler avec nous Et même comment il est rentré en contact avec Pixel Player, ça peut être intéressant aussi pour que les gens qui puissent nous regarder et qui sont aussi développeurs de jeux sachent comment rentrer en contact avec Pixel Player du coup. Bien sûr. Donc moi à la base j'ai grandi dans les années 90, j'ai connu un peu l'explosion du jeu vidéo sur console et sur PC à l'époque. Et c'était, à l'époque, tous ceux qui tombaient dans le jeu vidéo rêvaient, on était tous des gosses qui rêvaient de devenir soit testeur de jeux vidéo pour un magazine, soit développeur de jeux. C'était la grosse folie à l'époque, sauf que c'était très compliqué à l'époque d'accéder à ce genre de Graal parce que y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient faire ça, mais très peu de personnes qui y parvenaient. Et le temps faisant, on en arrive à une période où maintenant, grâce à des systèmes comme Steam ou tous les magasins en ligne, c'est beaucoup plus facile pour des jeux indépendants de rencontrer leur public, de publier un jeu. Et il y a 2 ans environ, j'ai ressenti un besoin de changer un peu de carrière. Moi, j'étais dans le développement, mais dans le développement web et applicatif. J'ai eu envie de faire un petit peu autre chose. Donc quand j'ai commencé à m'interroger, je me suis rappelé de ce rêve de gosse de faire des jeux vidéo. Je me suis dit qu'au final j'avais déjà une grosse partie des compétences pour le faire et que à un moment, si je voulais pas avoir de regrets plus tard de ne pas l'avoir fait, c'était peut-être l'occasion de me lancer. Donc voilà, j'ai étudié un peu, j'ai regardé pas mal de choses, je me suis beaucoup documenté et puis à un moment j'ai décidé de sauter le pas, de me lancer, de créer mon studio. J'ai d'abord commencé par prototyper des jeux, j'ai fait différents prototypes pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et puis au final, il y en a une bonne partie qui ne fonctionnait pas, voilà. Et ce jeu que je suis en train de créer, Tiny Visitors, j'avais l'idée en tête déjà depuis quelques années, mais en me disant que c'était un jeu un peu trop ambitieux pour quelqu'un tout seul. Et au final, après avoir fait un premier prototype du jeu que j'ai fait tester à droite à gauche, les retours étaient très très bons. Et ça m'a encouragé à me lancer complètement dans l'aventure. Et donc j'ai commencé le développement du jeu il y a 1 an maintenant. Ça fait 1 an que je bosse dessus, à plein temps. Et il me reste encore à peu près entre 6 mois et 1 an pour finir le jeu. Ouais. Et l'idée m'est venue, on va dire, c'est un mélange d'inspiration de plusieurs jeux indés qui m'avaient plu à l'époque, qui mélangés à mon expérience un peu de gamer m'ont donné cette idée. Après je ne saurais pas dire exactement un jeu en particulier qui m'a inspiré, c'est vraiment quelque chose qui est venu petit à petit. Ouais. Et puis c'est en prototypant aussi que j'ai pu peaufiner justement un peu les mécaniques de jeu, en voyant ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. J'avais prévu des choses qu'au final j'ai enlevées parce que tout simplement ça ne marchait pas ou ça cassait la dynamique du jeu. Et il y a environ 6 mois, j'ai participé à un meet-up dans un bar à Tours et c'est là que j'ai pu rencontrer Pixel Player et voilà, on s'est mis en contact, on a discuté et puis l'aventure a commencé comme ça quoi. Et depuis c'est que du bonheur. Tu veux rajouter quelque chose? Et puis aujourd'hui, on est là. D'accord. En tout cas, on a une question dans le chat, c'est du coup, c'est sur quel logiciel tu aurais fait ton jeu du coup? Alors tu l'as fait à partir de quoi tout? Pour la partie modélisation, j'utilise Blender, qui est un logiciel open source de modélisation 3D qui est très très puissant. Et pour la partie développement, je suis sur Unity. Il est basé sur le moteur Unity. D'accord. En tout cas, merci pour les questions dans le chat. Vous pouvez toujours poser des questions dans le chat. Ton jeu, il est disponible depuis quand du coup? Parce que il est en accès, tu nous as dit qu'il était en accès anticipé. Il y avait encore du développement à faire. C'est ça. Et du coup, il est disponible sur Steam, c'est bien ça? Ouais, il est disponible en accès anticipé sur Steam et sur itch.io. D'accord. Pour 4,99€ pour l'instant. 4,99€. Sachant que le jeu, donc, il y a uniquement le sous-sol de la maison pour l'instant qui est disponible. Et dans les mois qui viennent, je vais faire des mises à jour pour rajouter petit à petit tous les étages et plus de contenu et beaucoup plus d'aventures encore dans le jeu. Alors, est-ce qu'on risque de perdre des amitiés dans ce jeu? C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas envie du tout d'avancer sur ce jeu, qu'est-ce qui se passe? On peut rester bloqué pendant quelques temps, on peut se mettre des... Alors, le jeu est vraiment orienté coopération. D'accord. Sauf dans quelques mini-jeux qui peuvent avoir un côté un peu affrontement, mais qui restent très, très gentils. Ça va être des courses, des parcours d'obstacles, des choses comme ça. Okay. Après, si quelqu'un n'a pas envie de faire l'aventure,
il y a toujours un moyen de venir taquiner un peu ses potes et tout ça, mais ça fait aussi partie de l'expérience du jeu. C'est justement quand on commence à en avoir un peu marre de fouiller, qu'on trouve pas, que ça nous énerve, on se fait une petite partie de n'importe quoi et puis ça fait rigoler tout le monde. Le but est toujours de passer un bon moment entre amis ou en famille devant le jeu. Pour compléter, ce que disait Johnny par rapport à la création de son studio et son jeu, on a la chance aujourd'hui que les choses soient beaucoup plus accessibles. L'accès aux formations, que ce soit en ligne, en auto-formation ou en école, c'est quand même beaucoup plus simple qu'il y a quelques années, quand peut-être avant... Ah oui, c'est sûr. Moi, par exemple, mon bagage de développeur fait que quand je me suis mis à Unity, j'ai pas eu trop de problèmes parce que j'étais développeur depuis 15 ans. Tu avais déjà des bases sur le développement avant de te lancer. Après, apprendre une nouvelle techno quand tu as déjà un bagage de développeur, c'est pas le plus difficile. Par contre, sur la modélisation 3D, j'ai passé quasiment 1 an à m'auto-former avec des formations vidéo, avec des tutos sur le net, et puis en essayant, en ratant, en réessayant, en rééchouant, et voilà, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Mais c'est vrai que maintenant, l'accès aux ressources sur Internet pour se former sur ce genre de métier, c'est vraiment assez incroyable. Oui, il y a de plus en plus d'écoles aussi qui proposent des formations. Nous, on travaille avec pas mal d'écoles en région pour développer le catalogue de formations et que ce soit plus accessible et qu'on puisse se lancer, créer son jeu plus facilement. Justement, voilà, je voulais en venir à ça. Vu qu'il y a plein d'écoles qui existent en France, même à travers le monde, de création de jeux vidéo ou de formation, est-ce que justement Pixel Player peut accompagner justement des jeunes diplômés qui veulent se lancer dans cette carrière-là ? Pleinement. D'accord. On est pleinement dans ce cas. Donc on travaille beaucoup avec des écoles, on intervient dans plusieurs écoles. Justement, le message, c'est de présenter ce qu'on fait, comment on le fait, mais c'est de leur dire que ils vont être nombreux potentiellement à se lancer, à être auto-entrepreneurs. Donc nous, le but, c'est de les accompagner, de les guider, parce que l'auto-entrepreneuriat, c'est pas forcément évident. Puis il y a toute une partie quand même administrative, juridique, qui est un peu moins fun que la partie artistique et créative. Donc on les aide aussi sur cette partie-là. On a une boîte à outils avec des comptables, banques, etc. pour aider sur ces parties que souvent vous n'aimez pas toujours, hein. C'est pas la partie la plus effectivement, c'est pas la partie la plus intéressante. Mais comme on est souvent aussi sur des petites structures, parfois ils sont même seuls, ils sont obligés d'être couteau suisse. Et forcément, ils ne sont pas experts sur tous les domaines. Donc on essaie de leur apporter des expertises sur ces aspects-là, de les accompagner. Et puis après, par rapport, là, si on reprend le cas d'un développeur jeu vidéo, c'est parfois d'apporter une vision et d'un œil extérieur sur certains aspects, les mettre en relation avec d'autres studios pour échanger sur des bonnes pratiques ou des choses qui n'ont pas fonctionné pour certains. On fait aussi des sessions de test, entre autres avec les écoles, par exemple. Et puis voilà, on peut accompagner sur toute demande, quelle qu'elle soit. Si on peut aider, on le fait. D'accord, ok. Très intéressante. Tu as une autre question à rajouter ou... Pas spécialement pour le moment, mais en tout cas, on rappelle du coup que les jeux sont accessibles du coup sur le stand de Pixel Player qui est juste derrière le plateau Streamlab du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup, pour tout ce qui est au niveau du stand, etc., on a pas mal de personnes qui arrivent, qui testent le jeu. Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils essayent? Est-ce qu'au niveau toi, des retours que tu en attendais, tu as eu des choses que tu t'y attendais pas, tu as eu des retours, des personnes qui ont tenté des choses que tu t'attendais pas forcément à ce qu'ils essayent sur le jeu? Alors oui, ce qui est sympa, c'est que les gens sont très curieux justement des jeux. Ils aiment bien expérimenter, essayer pas mal de choses. Après, pour l'instant, j'ai pas encore eu de cas. Alors si, j'ai eu 2-3 petits bugs qui ont été trouvés. D'accord. Mon jeu est en early access. Bon, ça m'étonne pas qu'il y ait encore des petits trucs qui traînent. Oui, c'est mais dans l'ensemble, après oui, les joueurs expérimentent. Surtout que moi, mon jeu est vraiment porté sur l'expérimentation, d'essayer un peu tout et n'importe quoi. Pour l'instant, les joueurs n'ont pas encore trop réussi à mettre le jeu en défaut, donc ça va, je suis content. Mais oui, les gens sont très curieux. Pour l'instant, les retours sont très positifs. C'est vraiment une super expérience. Après, parce que ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus d'un an et demi que tu développes. Tu es tout seul en plus sur le développement, hein. Effectivement, je suis tout seul. Le premier prototype du jeu, je l'ai commencé, il y a à peu près 1 an et demi. Et la vraie phase de développement a commencé il y a 1 an. Et du coup, c'était un peu, j'imagine, une certaine appréhension d'arriver, de lancer son jeu sur Steam. Au début, j'imagine, et après derrière de devoir d'attendre les retours finalement sur la convention. Du coup, t'es quand même rassuré du coup des retours qu'on te fait du coup? Alors oui, parce que j'avoue que j'étais un peu mort de trouille ces dernières semaines parce que j'enchaînais
à la fois ma sortie sur Steam et le salon du Japan Tour Festival. Donc ça faisait beaucoup pour une seule personne à gérer en même temps. Après, comme disait Mélanie, en fait, le gros avantage aussi d'être dans Pixel Player, c'est que en fait, j'ai passé plus de 6 mois tout seul dans ma bulle, entre guillemets, à développer mon jeu. Et quand j'ai fini par adhérer à Pixel Player et que j'ai rencontré un peu les autres studios, déjà ça m'a aussi soulagé d'un certain poids. Ça m'a permis de me rendre compte que on était tous face aux mêmes problématiques. Et déjà ça rassure de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans son coin, mais que voilà, on a tous un peu les mêmes problématiques, les mêmes besoins, les mêmes craintes aussi. Et ça fait du bien d'en parler avec des gens qui comprennent ce qu'on vit. Et j'avoue que là pour l'instant, la journée d'hier, oui, m'a beaucoup rassuré sur le fait que mon jeu fonctionnait, que voilà, la promesse du jeu, la promesse d'amusement du jeu était là. Tous les gens qui ont testé se sont amusés en général. Voilà, les retours sont très bons. Donc ça fait plaisir aussi. Parce que c'est vrai que quand on a passé 1 an tout seul chez soi à développer quelque chose, se confronter à des tests comme ça, vraiment grandeur nature, parce que je l'ai fait tester un petit peu à mes potes par-ci par-là, mais voilà, les amis, c'est toujours bienveillant, on va dire. Ils vont pas être vraiment dans la critique à proprement parler. Et là, me confronter à des vraies personnes, des vrais joueurs potentiels, effectivement, c'est un sacré retour et ça va me permettre d'améliorer encore plus les choses en accent justement sur les points de friction que j'ai pu voir à droite à gauche, quoi. Du coup, plein de positifs du coup, en tout cas sur cette convention. Moi, j'ai peut-être une dernière question du coup. Aujourd'hui, si quelqu'un te demande, dans le public, n'importe où, moi j'ai envie de me lancer dans l'aventure, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais par rapport, toi, à tes difficultés, à ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent se lancer dans une aventure similaire de développement indé, du coup? Alors, mon premier conseil, ça serait de ne pas se précipiter, Ouais. de bien préparer son projet à l'avance, parce que mine de rien, financer un jeu vidéo indépendant, c'est quelque chose de très difficile. Donc il faut relativement bien assurer son coût, avoir un peu d'argent de côté par exemple pour être capable de tenir le choc pendant suffisamment longtemps, parce qu'un jeu, entre le moment où vous allez le sortir et le moment où il va se rentabiliser et permettre de continuer à développer, il peut s'écouler pas mal de temps, plusieurs mois voire plusieurs années. Donc il faut bien avoir ça en tête, c'est que voilà, c'est un chemin qui est assez long et périlleux. Par contre, le gros avantage, c'est que voilà, c'est vraiment un métier passion, c'est quelque chose qu'on fait, c'est du bonheur au quotidien. Après, il faut aussi s'attendre à passer par des hauts et des bas, comme dans tout projet sur un long terme. Voilà, il y a des moments de découragement qui vont arriver, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut s'accrocher. Mais voilà, je pense que la préparation, c'est vraiment bien anticiper, chercher déjà des financements et aussi, si possible, essayer de se construire une communauté un peu en amont, d'une manière ou d'une autre. Parce que la communauté, pour un studio, en fait, ça va être le nerf de la guerre. C'est la base, quoi. Pour faire connaître son jeu, il y a que la communauté qui va vraiment aider, quoi. Parce que tu peux faire le jeu le plus fini possible. Si tu n'as pas la communauté qui suit derrière, j'imagine que c'est toujours très compliqué. On a beau faire le meilleur jeu du monde, si personne ne le connaît et qu'il ne se vend pas, le studio va périr, quoi. Donc la communauté, c'est quelque chose à essayer de préparer le plus tôt possible. Et je tiens à rajouter qu'on a beau le savoir, je le savais, pour autant, j'ai pas encore suffisamment anticipé moi-même. D'où l'importance de bien préparer. On peut avoir une très bonne idée. En fait, c'est essentiel quand même assez tôt dans le projet d'arriver à pitcher l'idée, de faire tester, de voir les retours, de bien préparer sa com, quasi au début aussi. Effectivement, constituer un réseau pour s'entourer et communiquer. Et puis bien préparer un business plan, business model, d'anticiper en fait toutes ces parties-là. Alors moi, je suis sur la partie un peu pas très très fun des choses, mais le but quand même, c'est d'arriver un peu à en vivre, parce que on sait que c'est très long, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est aussi un investissement personnel et financier, et c'est un aspect qu'on peut pas négliger. Il faut pas vendre que du rêve, donc c'est quand même les parties, on va dire business, sont quand même essentielles. Et qu'il ne faut pas oublier dans sa partie de développement. D'accord. Faut pas oublier qu'on reste des entreprises, avec tout ce que ça implique. Donc à un moment, la comptabilité, la gestion administrative, il faut y passer malgré tout, parce qu'on reste une entreprise et qu'on peut pas y couper. Donc certes, c'est pas la partie la plus amusante, mais il faut y être préparé aussi, et c'est important de l'anticiper, tout ça. Parce que du coup, c'est une grande part d'autodidactie, je crois qu'on dit comme ça. Bon, c'est vraiment un peu compliqué pour moi. Mais en tout cas, voilà, il y a une grande part d'apprentissage par soi-même, de curiosité, j'imagine, et parfois des moments qui ne sont pas forcément toujours très passionnants. C'est-à-dire que si on s'attend à faire que du développement lorsqu'on se lance dans une aventure comme celle-là,
il y aura d'autres choses, il y aura de l'administratif, il y aura des choses moins intéressantes et des choses qui peuvent être compliquées. Et également, il y a aussi le principe, à la fin, in fine, de la visibilité. Quid de la visibilité? Quand vous allez sortir votre jeu, comment on fait pour promouvoir le jeu? Aujourd'hui, quel est d'ailleurs, justement, j'allais vous poser la question, quel est le meilleur biais aujourd'hui pour promouvoir un nouveau jeu indépendant, du coup? Pour promouvoir un jeu? Ouais, quand vous arrivez avec votre jeu fini, vous dites comment on fait pour avoir le maximum de visibilité possible une fois que le jeu est lancé. Alors c'est là justement où on en revient à ce que je disais, c'est préparer une communauté le plus tôt possible, communiquer sur son jeu. En avance de phase, du coup. Ouais. Voilà. Moi, c'est quelque chose, en étant tout seul, j'ai eu un peu de mal à le faire en avance de phase, donc voilà, je m'y prends déjà un peu tard. L'idée, c'est dès les premiers prototypes, essayer de commencer à publier sur les réseaux sociaux, à contacter des influenceurs ou des youtubeurs, ou voilà, pour essayer de faire parler de son jeu le plus tôt possible, parce que c'est vraiment ça qui va être déterminant. Ouais. Et bien s'entourer aussi de structures comme Pixel ou même de cabinets comptables pour toute la partie administrative, parce que toutes ces parties-là, en général, on est beaucoup dans l'aspect technique, dans l'aspect créatif, et on a tendance à négliger ça. Et voilà, c'est toutes ces parties-là qui font que le jeu va aussi être un succès, parce que faire un bon jeu, c'est bien, mais si l'entreprise n'a pas été bien pensée dès le départ et on n'est pas bien accompagné, le projet ira pas bien loin et on aura fait un super jeu, mais l'entreprise va quand même finir par périr par manque d'administratif, quoi. Et puis même il y a tout le côté du coup juridique, parce que tu as dû déposer ta licence, tu as dû déposer tes droits d'auteur entre guillemets comme un livre. C'est ça, après il y a toute la question de la protection de la propriété intellectuelle, effectivement, qui est encore un domaine juridique à part entière. Et ça, c'est quelque chose, on peut pas s'improviser juriste sur ces sujets-là, quoi. Il faut s'entourer de gens qui connaissent les choses. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul soi-même chez soi, quoi. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on est pas mal, ouais, effectivement. Donc allez voir Pixel Player et tester leurs jeux. C'est vraiment des jeux super cool. Moi, on a eu la chance de pouvoir les tester en amont de la Japan Tour Festival et on a kiffé l'expérience. Donc allez-y. On peut tester, du coup, je rappelle, derrière le plateau Streamlab. Oui, tout à fait. Du coup, sur le stand Pixel Player. Alors. Est-ce que je voulais en finir où? Je voulais finir du coup Tiny Visitor, du coup disponible sur Steam et... Sur Steam et itch.io. À 4,99€, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. Voilà. Merci à vous. Et du coup, merci beaucoup. Et du coup, on va accueillir après Renard Party. Donc on vous laisse tranquillement aller passer le relais et le message. On va les chercher. Ça marche. Mais en tout cas, bonne convention. Voilà. Écoute, du coup un premier jeu, toi du coup tu m'avais dit le jeu t'avait beaucoup plu, tu l'avais fait en coop du coup? Ouais, moi je l'ai fait en coop du coup. Donc Tiny Visitor tu l'avais fait en coop et t'avais joué avec Fafou Stream, voilà. Incroyable. Mais vraiment c'est un jeu qui m'a étonné. Au premier abord je pensais pas prendre autant de fun que ça et finalement tu te prends au jeu. Et c'est ça qui est cool quoi, t'es plongé dans l'immersion de ce jeu là, tu te prends au jeu et tu découvres. Voilà, de toute façon, le meilleur moment, c'est d'aller le tester. Hein. N'hésitez pas à aller le tester, du coup, juste derrière, comme on l'avait dit, derrière le plateau Streamlab. Stand Pixel Player. De toute façon, on va accueillir, j'imagine, bientôt... Renard Party qui vont pas tarder à arriver. L'équipe de Renard Party. Donc voilà. Mais en tout cas, vraiment cool. Et c'est vrai que les gens ne peuvent oublier que oui, il y a tout un côté vraiment administratif, gestion de projet qui est peut-être... Je pense qu'il y a beaucoup de parties invisibles lorsqu'on se lance dans le développement d'un jeu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, effectivement, est assez méconnu, et je pense qu'en parler aujourd'hui c'est quelque chose qui peut être intéressant pour tout le monde, notamment ceux qui comptent se lancer dans l'aventure. Je crois qu'ils arrivent, non? Alors on voit Renard Party qui arrive. Ça commence à se déplacer effectivement, l'équipe de Renard Party. Mais je crois qu'il a perdu son binôme. Du coup on va faire avec un mononome, ça se dit c'est mononome? Il est en train d'appeler son binôme, donc on va gagner un peu de temps tranquillement. En tout cas voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Voilà. Voilà, ils sont là. Nickel. Incroyable. Hop. Attention à ne pas se casser la tête. Hop là. Et incroyable. bonjour messieurs. Comment vous allez? Hop. Je vous invite à vous installer et à manger le micro, parce qu'apparemment il faut être près du micro pour qu'on entende. Il semblerait, ouais. Bonjour. Voilà. Nickel. Très bien. Là on vous entend bien, c'est bien. Donc on va vous laisser vous présenter, messieurs. Ok. Qui veut commencer? Donc moi c'est François Boggio, j'ai une entreprise qui s'appelle Creart Studio et c'est un studio de jeux vidéo, on développe un jeu qui s'appelle Runner Party et je suis avec
Joris pour le coup. Donc, je suis l'associé de François. Tout à fait. Je m'occupe de toute la partie gestion de projet avec François sur notre jeu runner partie. D'accord, ok. On peut lancer le trailer en même temps. Hein, oui, comme on ça, peut la présenter régie, le vous jeu. pouvez On lancer peut présenter le le jeu en trailer même du temps que jeu. le et trailer, on- c'est ça, on présente le jeu en même temps que le trailer il passe. Voilà, Donc ça c'est un jeu, du coup, on peut dire, j'allais dire coopératif, mais c'est pas vraiment Ouais, la pas du coopération, c'est plutôt du versus entre amis, C'est C'est un compétitif. gros jeu compétitif. compétitif, Ouais, voilà. Donc du coup, c'est un jeu qui est basé du coup sur un jeu en 2D de plateforme, Mhm. on peut dire ça, où on va pouvoir du coup affronter ses amis autour de petites courses. Quel est l'objectif du coup du jeu? En fait, moi j'aime bien le présenter comme un Mario Kart version plateforme. En D'accord. fait, vous avez un jeu qui va se jouer de 2 à 4 joueurs dans un univers 2D, dans des parcours en fait qui forment des boucles. L'objectif c'est d'éliminer son adversaire en le faisant sortir de la caméra du champ de vision du jeu. Voilà. Pour cela, vous avez plein d'items en fait à disposition dans tout le parcours. Également beaucoup d'obstacles et de plateformes qui vont permettre en fait de rendre la course très dynamique et très compétitive. D'accord. Donc du coup, par rapport à Johnny qu'on a eu juste avant en plateau, vous êtes quand même habitué en convention. Vous avez déjà fait tester le jeu plusieurs fois en convention. Vous avez des bons retours généralement en convention? Les gens aiment bien le jeu? Ils font le pas d'acheter le jeu ou, Bon alors, on a toujours d'excellents retours, hein, très clairement. En témoigne de toute façon le monde qu'il y a sur notre stand, Oui, même tout à en ce fait. moment, là, je le vois de là. Systématiquement, il y a toujours du monde, les gens reviennent, il y a une grosse appréciation. Maintenant, on est sur un marché qui est concurrentiel et qui est impitoyable, qui demande quand même d'avoir une visibilité assez importante, avec des moyens financiers à allouer au marketing qui ne sont pas évidents pour des studios comme les nôtres. Donc évidemment, le taux de conversion est toujours assez léger. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, non. Non, non, c'est bon. Tu es tout à fait d'accord avec ton Il a bien binôme. pitché Tout à le fait. truc. C'est bon. Du coup, tes impressions, Tommy, sur le jeu? Moi, mes impressions, je suis apparemment d'après eux, j'ai un bon niveau dessus. J'ai appris assez vite. Mais tu Non, tentes un peu là en mais, fait. de On quoi se calme, hein, les chevilles. Mais c'est vrai que toi aussi, en soi, on avait tous un bon niveau quand on a testé le jeu. Bon, Et, je trouve que c'était pas mal, mais je vais pas dire que c'était un bon Bon, niveau. Voilà. ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce jeu, il y a quand même une marge de progression qui est colossale. Ouais, exactement. Évidemment, c'est un jeu qui s'adresse quand même aux casual gamers, mais qui a aussi une dimension de nourrir un marché dans l'e-sport. Tout à fait. Donc voilà, effectivement, on joue, on peut prendre le jeu en main très facilement, mais ça réclame quand même plusieurs heures de jeu pour le maîtriser parfaitement. Voilà, c'est ça. Même nous, là, aujourd'hui, avec François, alors qu'on a peut-être 1 millier d'heures dessus, on arrive encore à s'améliorer et à faire des choses assez incroyables sur le jeu. Mais du coup, voilà, vous voulez du coup orienter ce jeu un peu à esprit compétitif, e-sport. Oui. Est-ce que vous vous renseignez du coup sur la scène e-sport qui peut être Ah, c'est un bon vecteur, ouais, c'est ça, de, juste de visibilité aussi. Ouais. adapté à ce jeu ou En fait, pour tout dire, c'est quelque chose en fait, qu'on n'a pas du tout maîtrisé à la base. Nous, on D'accord. voulait vraiment faire un party games très casual à la base. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une dose de compétition qui était très importante. Et en fait, naturellement, il y a des associations de e-sport qu'on a pu rencontrer sur différents salons, qui ont commencé à s'intéresser un petit peu sur le jeu. Donc il y a une petite drague un petit peu qui s'opère. Donc nous, on commence effectivement à se renseigner du côté de ces associations-là. Et donc on a quelques petits contacts et des choses intéressantes qui peuvent peut-être se dégager dans les futurs mois. Ok. Donc peut-être future compétition sur Twitch, diffusée sur Twitch. Oui, on espère. Donc hâte de voir ça. Du coup, est-ce que tu as d'autres questions, Zarb? Ah oui, moi j'avais une question. Du coup, on a eu Johnny, lui, qui est du coup tout seul à développer le jeu. Vous êtes une équipe de 3 personnes, il me semble. Oui, c'est ça. Alors effectivement, donc, moi je chapeaute le projet avec François. Donc on a toute la rédaction même de la conception du jeu. François, lui, s'occupe de toute la réalisation graphique. Ouais, je m'occupe aussi du level design, game design. Donc je crée l'ensemble des environnements. Après, on les teste avec Joris pour voir si c'est bien calibré. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'heures de jeu. D'accord. Et puis aussi de tout ce qui est esthétique dans le jeu, hein, animation, effets de lumière, voilà, les sprites, l'ensemble voilà, de ce qu'on voit dans le jeu, quoi. Et évidemment, on a un développeur avec nous. D'accord, Voilà. ok. Une équipe Oui, très oui. réduite, mais voilà, essentielle. Et ça Essentiel, fait déjà 3 ans qu'on travaille dessus. D'accord, 3 ans du coup sur ce jeu. Vous avez déjà été approché, on va dire, par des grandes stars comme les animateurs de Game One. Alors, Par exemple. approcher, c'est peut-être un bien grand mot. Disons que c'est plutôt nous qui sommes allés au front, en fait, en Voilà. réalité. Ok. On a eu la chance de rencontrer Marcus sur le Japan Tour Festival à l'édition précédente. D'accord. On avait eu le feeling, on s'était dit que de toute façon c'est un jeu qui pouvait lui plaire, on est allé le voir, on lui a pitché, avec toute la bienveillance qui le caractérise, il est venu nous voir le lendemain, il a testé le jeu, il a beaucoup apprécié et il nous a effectivement proposé une petite collaboration entre guillemets
après la réalisation de son personnage que François a faite. D'accord. Ouais. Et pour le coup, donc voilà, ils nous ont proposé par la suite, la rédaction de Game One nous a proposé d'intégrer l'ensemble des chroniqueurs de la team Game One dans notre jeu. Ok. Ouais, parce qu'en fait, ils ont fait un level 1 et qui s'est très bien passé, qu'il avait fait avec Julien Telouk. Et Julien Telouk a adoré le jeu, il nous a dit vous pouvez intégrer toute l'équipe de Team G1 dans le jeu. Donc on a dit ok. Et après, du coup, ils ont refait un level 1 avec Genius. Et normalement, il devrait y avoir un nouveau level 1 qui devrait s'organiser. D'accord, ok, très bien. Voilà. L'idée du jeu, elle vient d'où du coup? Parce que pour faire un jeu comme ça, donc où l'objectif finalement c'est de faire sortir les personnages de la carte, Oui. avec toute cette comment on arrive à créer du design pour que finalement on ait une marge de progression. Déjà l'idée elle vient d'où déjà l'idée de base, et ensuite comment on arrive à créer quelque chose pour qu'on ait une marge de progression et se dire que même après une centaine d'heures de jeu, je peux toujours faire mieux. Bah, on peut toujours s'améliorer. Oui, Voilà. ça à ce En moment-là, fait, ok. Mais En fait, de des toute fois, façon, ça on peut jouer à va détail. avoir plusieurs maps. L'essence même du jeu, c'est d'apprendre tous ces parcours par cœur. Et en fait, on finit par se perdre parce que les univers et les environnements sont très riches. Et pour le coup, on ne peut pas l'apprendre du premier coup. Donc il y a quand même une véritable rejouabilité et un désir de toute façon de s'améliorer. Pour les gens qui sont compétitifs, c'est un jeu qui peut s'adresser évidemment, qui peut avoir vocation de faire du speedrun. Ouais. Voilà. Donc à partir de là, très bonne rejouabilité. Ouais. Et lorsqu'on crée une map, en fait, sur le papier, on fait quelque chose par rapport à justement notre expérience sur les autres environnements. Mais après, ça dépasse un peu ce qu'on avait prévu. C'est voilà, à force de jouer, les joueurs vont prendre des passages qu'on n'avait pas forcément prévus. d'accord. Et du coup, ça évolue aussi au-delà de ce qu'on a prévu au départ. Nous, on fait une base. Et après, les joueurs, Il y a une phase d'adaptation et de recadrage Exactement. du coup de Exactement. chaque map, quoi. Tommy, du coup, est-ce que tu avais des questions? Alors moi je vais avoir des questions un peu plus techniques. Ben voilà, on y vient. Comment vous procédez à la création, on va dire, d'un niveau? Alors, tout d'abord, déjà, moi, je vais faire le level design sur papier, tout D'accord. simplement, en réflexion avec Joris. Ensuite, on va prendre des rectangles noirs, enfin vraiment quelque chose de très très simple qu'on va mettre en place. Et puis après, avec Joris, on va le tester. On va vraiment le poncer pour voir ce qui peut être bien, ce qu'il faut bouger et tout. Une fois que ça c'est fait, j'attaque le concept art. D'accord. Donc je prends l'ensemble de la map et je fais un concept art assez simple pour essayer de voir un peu à quoi ça va ressembler. Et puis après, derrière ça, j'attaque les sprites, tous les éléments, et puis je les importe directement dans le projet. D'accord. Et Voilà. tu t'es auto-formé pour ça ou c'était Ouais. du coup le... Alors je suis moi de base illustrateur, je fais aussi de l'animation de ma formation. Par contre, tout ce qui est level design et game design, on a appris vraiment de Oui, nous-mêmes. sur le hein. tas. En fait, Ouais. très clairement même, je voulais juste rajouter une petite précision par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. On réfléchit d'abord à une thématique en commun pour avoir vraiment l'environnement qu'on souhaite. Ok. Et à partir de là, en fait, on rapporte toutes nos références, toutes nos influences. On fait un gros travail de recherche de base de données afin de pouvoir proposer un niveau aussi riche que vous pouvez le voir Oui, dans, voilà. dans le jeu. Parce qu'il y Pour a mettre- énormément de références dans le jeu, vu que c'est lié à la pop culture des années 80-90. Donc, Oui, j'imagine que vous avez du coup une grosse banque de données pour créer après votre direction artistique Exactement. de chaque map, de chaque personnage et tout ça. Donc, ouais, tout à Voilà, fait. donc il y a eu vraiment une très grosse réflexion même au niveau de la direction artistique avec François, parce que le jeu dans sa version initiale ne ressemblait pas du tout à ça. Il y avait quelques éléments qui pouvaient laisser présager un univers comme celui-là, mais finalement il y a eu un chamboulement total, quoi. Il y a eu une remise en question essentielle dans le jeu, parce qu'en fait il manquait une identité dans le jeu, et François, à force de recherche et de travail, a réussi à cibler ce qu'il fallait. D'accord. Et du coup, ça fait 3 ans que vous bossez sur ce projet-là. Donc du coup, j'imagine que le studio a 3 ans. Vous vous connaissez de comment et comment vous avez eu l'idée de créer ce jeu, ce studio et tout ça? Alors c'est un peu particulier, en fait avec François on s'est rencontrés il y a plus de 20 ans au lycée. D'accord. Alors, on était dans la même classe et en fait, François dessinait déjà beaucoup à l'époque. Il avait déjà cette vocation en lui, au bout des doigts. Moi, en fait, j'ai toujours aimé l'écriture. En fait, on avait nourri l'idée de travaux en commun. On a essayé de réaliser bandes même une dessinées. bande dessinée ensemble, plusieurs bandes dessinées. Après, on s'est un petit peu perdu de vue. Chacun a suivi un petit peu sa formation et sa vie de famille. François, lui, a fait ses études. Ouais, et puis j'ai monté Creart Studio en fait à la base avec mon père qui était développeur. Voilà, on a commencé à créer quelques jeux sur mobile. On s'est fait connaître, on a été repérés et tout ça. Et après, je suis allé rejoindre Joris qui avait sa galerie.
Voilà, moi, j'étais afin commissaire d'exposition et galerie d'art, j'ai D'accord. suivi un cursus pour ça. Voilà. Vraiment des affinités, tout ce qui concerne l'expertise et l'histoire de l'art. Voilà, mais on avait vraiment la même culture de jeux vidéo, de la pop culture en général. Et voilà, on savait qu'on s'entendait bien pour travailler sur des projets. Du coup, je suis allé le rejoindre. On a commencé à travailler sur différents projets. D'ailleurs, on en a plusieurs dans les tiroirs pour la suite de l'aventure. Et voilà. Et puis en fait, au fur et à mesure, on a essayé de s'orienter sur des jeux déjà qui étaient réalisables par rapport à la taille de l'équipe qu'on avait. Et puis voilà, des jeux qui nous ressemblaient, qui nous plaisaient et qui faisaient référence justement à la culture qu'on avait eue étant enfant. C'est pour ça d'ailleurs que c'est complètement dans la pop culture des années 80-90, que c'est un jeu 2D, de plateforme. Voilà, on est vraiment le mot d'ordre, en fait, c'est de se faire plaisir, de faire quelque chose qui nous ressemble, comme dit François. Et ça s'est transmis vraiment dans ce projet-là. D'accord. Et du coup, pour peut-être le futur de ce jeu, vous voulez rester quand même dans les idées 80-90 en pop culture, ou vous voulez essayer d'être un peu plus évolué dans le temps et... Je pense qu'en fait, on peut élargir de toute façon jusqu'à même aujourd'hui. Après, bon, les années 80-90 sont tellement riches Oui, que de c'est toute façon, sûr. c'est un terreau tellement fertile qu'on peut continuer de manière Tout à presque fait. infinie. Hein. Tout à fait. Est-ce que tu as des questions? Pas spécialement. Non, en vrai, pas spécialement. Du coup, le jeu, il est disponible sur quelle plateforme? Il est disponible sur Steam, Sur il Steam. est en Early Access. D'ailleurs, profitez-en parce qu'il est soldé en ce moment. Ah, Voilà. il est soldé, du coup. Oui. Vous faites souvent des soldes, du coup? Comment Vous faites souvent des soldes? Ouais, c'est pendant les soldes d'été, là. Soldes d'été, vous en faites quand vous êtes en convention, quand vous avez des patchs peut-être aussi? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est la première fois qu'on fait une. En fait, c'est que c'est tombé en même temps que les soldes Ouais. de Steam. D'accord. Beaucoup de chance, du coup. Et justement, pour les, comment ça marche un peu le rapport entre votre studio et Steam? Est-ce que c'est Steam qui vous contacte pour remettre votre jeu en solde? Est-ce que c'est vous qui faites une demande à Steam pour faire un jeu en Alors, solde? C'est quoi le rapport avec une plateforme d'échange? En fait, c'est très simple. Steam propose des programmes de solde, tout simplement. Et en fait, nous, on décide d'y participer ou non. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, vous avez approché, j'imagine, Steam. C'est la seule plateforme que vous avez approché pour publier votre jeu? Vous avez essayé Epic Games et tout ça? Alors, ouais, pour le moment, Steam, ça reste la plateforme numéro 1, D'accord. effectivement. Epic a un système un peu différent. Et puis surtout, c'est que nous, on bénéficie d'un plugin sur Steam qui n'est pas encore disponible sur Epic, à savoir le D'accord. Steam Remote Play, Oui, tout à fait. qui permet de jouer à distance avec sa contact list. D'accord. Voilà. Après, nous, notre premier objectif, ça a été de contacter Nintendo, Sony et Microsoft parce que notre jeu est vraiment orienté pour console. D'accord. Et du coup, c'était d'avoir les accords pour pouvoir sortir le jeu sur leur plateforme. Et ça a été la première chose qu'on a fait une fois que le jeu était suffisamment développé. Et on a eu l'accord des trois. D'accord. Donc notre jeu... Dès qu'il est prêt, voilà, on le sort sur les consoles. Exactement. D'accord, ok. Par rapport à ce qu'on disait justement avec les invités d'avant, des difficultés, quelles ont été les grosses difficultés que vous avez eu à parcourir lors du développement ou même ne serait-ce que de la promotion du jeu? Non, ce qui est délicat de toute façon, c'est de savoir prendre suffisamment de recul sur son jeu pour se dire oui, il faut faire ça ou non, il ne faut pas faire ça. Ouais. Ensuite, évidemment, tout ce qui est les moyens humains et financiers, hein, comme je disais tout à l'heure, je l'ai évoqué, le marché du jeu vidéo indépendant est un marché qui est très concurrentiel et impitoyable. Il faut pouvoir avoir des bases solides en marketing et avoir des moyens financiers qui peuvent aider à la diffusion du jeu. Et puis il faut avoir aussi une grosse remise en question parce que c'est vrai que, comme disait Joris tout à l'heure, à un moment donné, on a dû switcher sur, par exemple, tout ce qui est graphisme du jeu parce qu'on n'avait pas une identité forte. Et donc on a été capable à un moment donné de se dire, voilà, là on est peut-être parti dans une mauvaise direction et reprendre les choses pour repartir dans une autre. Et ça, voilà, faut avoir vraiment du recul sur son projet et bien entendu, les utilisateurs, hein, dès qu'il y a des gens qui jouent, écouter les retours pour être proche de sa communauté et comprendre voilà, ce qui va, ce qui va pas. Et puis les salons, ça sert à ça aussi, comme ça vous avez déjà les retours en direct des joueurs. Tout à fait. C'est essentiel. Donc, Vraiment. ok, d'accord. C'est pas un exercice des fois trop difficile à faire, c'est-à-dire lorsqu'on a des retours, même s'ils sont constructifs, des fois se dire oui mais là on l'avait plutôt envisagé comme ça et que finalement on vous dit en fait cette manière de faire ça ne fonctionne pas. Bon, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Je veux dire, c'est comme ça. Maintenant, les retours sont suffisamment positifs pour qu'on sache qu'en fait, qu'on est quand même dans une très bonne direction. Ouais, et D'accord. puis il y a aussi, quand il y a des retours qui sont réguliers, voilà, s'il y a 10 personnes qui nous font le même retour, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Donc, On ne voilà. peut pas hésiter à reprendre ça, oui. Niveau des autres projets que vous avez, ça sera toujours dans l'esprit un peu compétitif, essayer de toujours... Je pense que là, le prochain projet s'orientera potentiellement sur un jeu en 2D solo. Voilà. La 2D Solo est quelque chose de plutôt, du vraiment coup très important pour nous.
Après, on a un projet qui est très ambitieux, qui est dans les tiroirs, mais qui va réclamer plusieurs années de développement et une équipe qui Un peu en plus conséquence. conséquent, ouais, voilà, exactement. D'accord. Et ça vous a jamais, parce que moi j'ai remarqué là il y a quelques temps en faisant des recherches sur des jeux indés en préparant cette émission que il y avait pas mal de développeurs indés qui streamaient sur Twitch un peu leur progression de création de jeux. Est-ce que vous ça vous attire? Est-ce que vous avez un avis positif, négatif à ça? Je trouve Est-ce que ça très positif. Très Très, positif. très bien. Je pense que montrer en fait tout le développement d'un projet, c'est être aussi proche de sa communauté et c'est intégrer en plus sa communauté dans le cœur du jeu et de son développement. Je pense que c'est une très bonne idée. Est-ce que c'est un truc qui vous tenterait? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ou Déjà, on a monté une chaîne Twitch D'accord. déjà pour essayer de montrer un peu les nouveaux environnements quand il y en a, voilà, jouer aussi avec notre communauté. Effectivement, pour le développement même, alors sur notre Discord, on essaye de montrer régulièrement des choses. Après, on l'a pas fait en live, en se filmant. Bon, on veut pas forcément se mettre en avant, et c'est plus le projet qui compte, mais effectivement, c'est des choses auxquelles on réfléchit. D'accord, ok. Donc du coup, potentiellement, sur Twitch, dans un futur plus ou moins proche, vous pourrez avoir du contenu de Oui, votre oui, part. en fait, vraiment, nous, très clairement, bon, donc, comme disait François, on a créé notre chaîne Twitch. Alors, on l'utilise pas encore beaucoup, mais en fait, on s'en sert essentiellement pour faire des playtests. Donc, en C'est fait, vrai. on invite la communauté à venir regarder un peu ce qui se passe. Pourquoi pas même la faire participer lors de ces playtests. Voilà. Pour le moment, ça reste comme ça. Mais voilà, donc l'objectif finalement, c'est d'avoir aussi un média pour communiquer sur Bien sûr. l'avancée d'un projet, pour Et d'avoir des retours sur quelque chose qu'on est en train de développer. ouais, voilà, ça c'est, j'imagine que c'est plus important, c'est-à-dire que ce que disait Johnny juste avant, c'est parler du projet finalement bien avant qu'il sorte, qu'il ait un produit finalement fini finalement. C'est-à-dire que l'objectif c'est de pouvoir communiquer sur est-ce que ce sont les attentes aussi et est-ce que le projet finalement il est cohérent. J'imagine que tout ça c'est les ambitions que vous avez lorsque vous lancez un projet et que vous dites on a besoin d'un média, Twitch, Game One par exemple ou n'importe lequel quoi. Alors nous, par exemple, dans notre cas, on a commencé à communiquer trop tard sur le jeu. On est vraiment parti sur le développement, on a créé, on voulait vraiment que ce soit parfait. Et en fait, c'était bien, on aurait pu le présenter bien avant, afin qu'au moment où il soit parfait, il y ait une plus grosse communauté pour nous suivre. Donc, si on a un conseil à donner justement pour ceux qui veulent se lancer, Ouais. c'est de communiquer vraiment en amont, vraiment de ne pas hésiter dès le début à proposer des choses. Mais comment on sait justement que c'est le moment de communiquer de ça? C'est-à-dire que lorsqu'on a une première version jouable, lorsque on Non, a... pas nécessairement, même des concept art, une idée, un début de pitch du jeu même. Il faut essayer de faire réagir sa communauté, la faire participer. Vraiment, je pense que dès les premiers jets initiaux vraiment du projet, je pense qu'il faut essayer de commencer à fédérer une communauté autour de son projet. D'accord. Oui. Et niveau financement du coup, comment on finance un jeu indépendant? Parce que j'imagine que vous disiez que le développement se fait sur 3 ans du coup, et vous êtes 3 dessus. Comment on finance justement un jeu indépendant? Il y a plusieurs solutions. Déjà, une trésorerie personnelle. Ouais. Donc voilà. Il y a des aides de l'État, des subventions. Il y a des aides de l'État? Voilà. Je ne suis même pas au courant qu'il y avait des aides de l'État, oui, au niveau des, j'imagine, des Alors, petits c'est des entrepreneurs. dossiers importants à monter. C'est pas forcément facile d'obtenir ces aides et ces subventions, mais elles existent. Ouais. Après, les deux autres possibilités, c'est des investisseurs, donc qui vont rentrer dans la société, ou alors des éditeurs. Parce que voilà, les éditeurs, ils font pas que le marketing, ils peuvent aussi mettre de l'argent sur la table pour aider au développement. Ils peuvent même aider directement au développement parce que parfois ils ont des équipes de développement. Souvent d'ailleurs, les éditeurs font les portages sur console. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose d'important, c'est essayer de savoir pitcher son jeu à des éditeurs. Alors, c'est évidemment pas facile, c'est un Ouais. vrai marathon de contacter les éditeurs. Je veux dire, déjà, c'est très bien d'avoir une réponse de leur part. C'est pas facile de Voilà. capter leur attention. Donc, il faut pas avoir peur de se dire, voilà, peut-être 20, 30, 40 messages sans réponse ou 80 refus, mais bon, Ouais. voilà, il faut avoir ça en tête quand même. Ouais, donc c'est quand même quelque chose qui moralement peut être assez difficile finalement. C'est-à-dire que lorsque on essaie de le financer, on a plein d'idées, on a des retours positifs. On essaie de le financer et aujourd'hui, des fois, on peut se heurter à un mur du coup. À Et n'importe puis- quel moment du projet, des fois, on peut avoir un mur alors que on est sur une bonne lancée quoi. Beaucoup d'éditeurs cherchent des AA ou des AAA, donc c'est dans un marché Ouais. qui est assez difficile. Donc, c'est vrai que les indés souffrent un petit peu de ça. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, comment on peut aider un projet indépendant par exemple. On a un jeu indépendant. Est-ce qu'on a quelques actions qu'on peut faire nous pour vous aider du coup? C'est-à-dire
Mais je crois en fait que tout type de soutien sont les bienvenus. Ouais. En parler autour de soi, en parler sur ses réseaux, vraiment le diffuser quoi. Donc, vraiment cette aide-là quoi. Ajouter à la wishlist sur Steam. Exactement, une wishlist est très important, ça nous permet d'être mieux référencés sur le store de Steam par exemple. Donc voilà, un minimum, même si c'est un projet qui parfois n'est pas fini et qu'on attend plus de contenu, on peut le mettre dans sa wishlist et c'est déjà une aide qui est très précieuse, quoi. Exactement, parce qu'on est de nombreux indépendants en fait à proposer des accès anticipés sur le jeu. Donc, Ouais. donc voilà, une wishlist c'est très bien. Quand le jeu est enfin commercialisé, même en accès anticipé, on bénéficie en fait d'un prix qui est moins élevé. Et en fait, il faut le prendre comme un soutien aux créateurs. Voilà. D'accord, ok. Et pour revenir sur les côtés maison d'édition et tout ça par rapport aux jeux vidéo, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce choix-là, ou est-ce que vous avez été tenté par ce choix-là, ou qu'est-ce que je veux dire, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre un peu votre liberté sur votre création de jeu, parce qu'en fait être indépendant c'est aussi être libre pour son développement, création de jeu. Alors que peut-être avec une maison d'édition, on va avoir des échéances, C'est forcément une question qu'on se pose. D'accord. Parce qu'on n'a vraiment pas envie de... Surtout quand on a travaillé 3 ans sur un projet, on n'a pas envie de perdre le lead dessus. Maintenant, un éditeur, ça ne veut pas forcément dire qu'on perd le lead. Ça dépend D'accord. des éditeurs, ça dépend du contrat qu'il va y avoir avec eux. Donc nous, non, clairement, on est à la recherche même d'éditeurs. Hein, parce Ouais, qu'à D'accord. un moment donné, je pense que si on veut accélérer, si on n'a pas... par exemple, eu un gros youtubeur qui a fait une vidéo et qui a fait vraiment monter par exemple les wishlists ou les ventes, bah, je crois qu'il n'y a pas le choix pour un studio indépendant de passer par un éditeur. Ouais, et puis je crois que très clairement, il faut savoir aussi quel moment on peut dire stop. En fait, il faut savoir ce qui est possible à faire. Et en fait, on se rend compte que de toute manière, parfois, on ne peut plus aller plus loin tout seul. Voilà, Ouais. ça c'est très D'accord. important. Il faut Savoir- qu'on accélère en fait à un moment donné. Et des éditeurs, ils ont des moyens de nous faire accélérer. Marketing, ils ont du réseau. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ils ont aussi des développeurs parfois qui peuvent nous faire les portages. Donc pour nous, c'est aussi un gain de temps et ça nous permet vraiment d'accélérer. Donc je crois que le choix de l'éditeur, il est quand même important de se poser la question. Mais voilà, pour moi, j'aurais tendance à dire, essayez au moins. Essayez de contacter des éditeurs, déjà de pitcher votre jeu pour voir si les éditeurs ont un bon retour sur votre jeu et voir les conseils qu'ils peuvent vous donner. D'accord. Donc voilà. Et du coup, je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de timing, Tout Tommy. à fait. Tout à fait. Du coup, le jeu disponible sur Steam, Oui. à combien? Quel prix? Il est soldé en ce moment aux alentours de 5,40 €. 5,40 € en ce moment, soldé du coup pour les soldes d'été. Exactement. Donc profitez-en Jusqu'au si 13 vous- juillet. Si vous voulez tester le jeu, c'est sur le stand Pixel Player derrière le plateau Streamlab. Si vous voulez discuter avec eux, si vous voulez défier vos potes ou même défier d'autres personnes de la convention. C'est un jeu qui est très fun, qui est très rapide aussi, mais qui à la fois est clair, c'est-à-dire que même si on a beaucoup d'informations, on arrive à suivre. Et franchement, à titre personnel, j'ai passé de très bons moments avec Tommy Ouais, c'est vrai. là-dessus. Et franchement, c'était une très bonne expérience. Donc je recommande à tout le monde en tout cas. Ben, Et merci à vous, messieurs. Merci à vous, en tout cas, pour On va votre temps. accueillir du coup, je vous laisserai contacter vos collègues Pioneer et Exactement. Shadow of the Guild. Donc voilà. Merci. Avec plaisir. Allez, bon courage. Petit tournoi demain. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit tournoi demain après-midi, effectivement? Question posée par Van Lad. Est-ce qu'on ferait pas un petit tournoi demain du jeu? C'est vrai que INF, du coup, bah, c'est notre. Oui, je crois, mais il y a justement il y a un INF, tournoi. même. Il y a elle un tournoi. participe demain, enfin, elle crée le tournoi demain de On est première d'accord. partie, du coup. Mais il y a un tournoi sur la partie Streamlab, non? Il me semble que c'est sur la partie Streamlab. C'est ça, oui. il y a un tournoi demain sur la partie Streamlab, il me semble, sur du jeu. Oui. Semble-t-il. Donc évidemment, si vous voulez tester le jeu et déjà vous avez un petit skill sur le jeu, n'hésitez pas à participer au tournoi. Nous, je sais pas si on aura le temps de participer au tournoi, peut-être, peut-être pas, on verra. Ça Bah, dépendra de. Normalement, nous, on a une activité juste avant, donc je sais pas. À voir. Oui, c'est pour ça, ouais. Donc à voir. Mais oui, pourquoi pas participer au tournoi et vous défier. En tout cas, franchement, les jeux présentés, les jeux essayés sont moi, je trouve très, de très qualité. cool, ouais. Vraiment, c'est de qualité. Après, bon, comme ils expliquent. De quoi? Ouais, du coup, qu'ils soient plutôt de ce côté, ouais. Ouais, sinon, c'est les flux croisés. Il faut pas croiser le flux, Tommy, tu sais. Faut jamais croiser les flux. C'est vrai qu'il faut jamais croiser le flux. Et rebonjour, coucou, regardez, je suis à la caméra. Ouais. Eh, tu passes à la télé, tu peux dire ça à ta maman. Oui, hein. je Bonjour, passe à la télé, maman. Je passe à la Maman, télé, je maman, passe à la ça télé. va? Sachant qu'il y a FR3 juste à côté, donc. Oh, intéressant.
Mais bah, oui, écoute. donc du coup, c'est vraiment cool de les accueillir J'arrête- sur le plateau et J'arrête d'échanger pas de avec faire eux. tomber ces petits trucs. Oui, moi aussi. C'est Kirema là, regarde Kirema, il nous envahit là sur le plateau. Il y a trop de Kerema sur le plateau. C'est relou. Il va nous engueuler après, tu Et, crois, pour avoir dit ça il est pas là, il va nous censurer dans la régie là, il va nous mettre. Ah. On a du On coup. va accueillir, Shadow of the Guild. les nouveaux invités du coup. Robin, t'es avec des Robins, je crois. Oui, vous pouvez Ouais. venir déjà sur le plateau, il n'y a pas de Venez, souci. installez-vous, bienvenue. Installez-vous. Faites comme chez vous. C'est ça. Vous êtes tous les deux en plateau avec nous. Voilà. On va pitcher un peu ensemble. Alors il faut bien parler dans le micro pour qu'on puisse vous entendre sur scène et sur le live. Bien le bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et à toutes. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. Bah, comment ça va en tout cas? Ça va très bien. Ces débuts de convention se passent bien? Comment Cette convention se passe bien? Ça va? Ouais, il y a beaucoup de monde là. Ouais. On se fait bien squatter depuis le début de la matinée, donc c'est très bien. Au contraire, on adore. Un peu D'accord. fatigué, j'imagine quand même. Non, si peu. Non, si peu. Si peu. Ouais, Puis on est tellement sérieux les soirs en plus. oui, j'imagine. voilà, le lendemain, soir, on est toujours tous très sérieux. de toute le façon, soir des salons, ouais. voilà comme Oui, ça. c'est ça. On va directement se coucher après une bonne tisane. Voilà. Ah ben c'est ça, nous, à partir du moment où on approche la trentaine, déjà moi, la trentaine déjà j'ai du mal, donc bon, ça doit être c'est pas toujours très simple, Ouais. alors j'imagine que quand on a un stand rempli toute la journée, ça doit pas être simple, ouais. Donc messieurs, on va vous laisser vous présenter quand même pour les gens qui vous connaissent pas, qui vous ont pas vu la semaine dernière sur ma chaîne Twitch. Donc là on est sur la chaîne Twitch de Zarman. Mais allez-y messieurs, qui commence? Bah, vas-y, hein, Robin. En prie. Eh ben, donc, je m'appelle Robin, je dirige Guild Studio, donc studio indépendant basé à Orléans. Et on a développé un premier jeu qui s'appelle Shadow of the Guild, qui a la particularité d'être un projet cross-média puisqu'il est adapté de romans. D'accord. S'appelle La On peut Guilde mettre des le Marques. trailer d'ailleurs, la régie, pour Shadow of the Guild, s'il vous plaît. Shadow of the Guild, est-ce que la régie est prête? J'aime bien, on la prend de cours à chaque Mais fois. on c'est les rigolo. prend de court à chaque fois, il faut qu'on prévienne avant, on est quand Donc même là il y a deux jeux la régie. on est Voilà. un peu agressif. Voilà, tout à fait. Donc Shadow of the Guild qui est notre premier jeu, un beat'em up 2D un peu façon Prince of Persia à l'ancienne. Et donc ça c'est le premier jeu du studio qui est sorti en novembre dernier. Et là on présente sur le salon le proto de notre nouveau projet. Un espèce de gros délire où en fait c'est un mélange entre Metal Slug, Earthworm Jim et Starship Troopers. Ok. Où en fait on est parachuté sur la tête d'une gamine qui a attrapé des poux et on affronte des hordes de poux sur la tête de la gamine. Voilà. Ça a l'air original, ouais, effectivement. Le speech est original, ça donne envie de tester. Alors, on l'a pas testé du coup, ça, il faudra Non, faudra qu'on passe venir le tester celui-là, justement. Ouais, on l'a pas ouais, testé carrément. encore. Le proto est dispo là, donc D'accord. on vous accueille avec plaisir tout à l'heure. Jouable en duo en plus. Ah, donc du coup c'est un jeu jouable. Ben, incroyable. Incroyable. Déjà Shadow of the Guild, moi j'avais des bons retours dessus au niveau de la patte graphique. La patte graphique c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est très beau, l'animation est incroyable et tous les finishing moves qui sont en format un peu stop motion. J'avais vraiment apprécié cette patte graphique là. Même si tu vois, je suis pas trop beat'em all en temps normal, mais là vraiment celui-là j'ai beaucoup apprécié. Après, c'est vrai qu'on avait parlé aussi du tutoriel où il y a quand même pas mal d'informations à prendre en compte. Mais justement, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'est pas cantonné dans nos actions sur le jeu. Après, je sais pas toi ce que tu avais ressenti, Tommy. Moi en tout oui. cas sur le jeu, ce que j'avais ressenti, du coup, vu que j'ai appris par la suite que c'était adapté de romans, déjà que la trame scénaristique est quand même assez développée. Donc en soi le jeu moi j'ai bien aimé, c'est pas forcément comme j'ai dit sur mes lives l'habitude de jouer à ce genre de jeu, mais j'ai kiffé et j'ai passé une bonne expérience, donc hâte de le continuer en stream très bientôt j'espère. Donc voilà. Bah, merci, mais ça fait plaisir d'entendre ce genre de retour et puis alors on continue à bosser dessus pour patcher les petits problèmes, etc. Apporter un peu de neuf sur le projet, tout en essayant d'avancer sur l'autre. Voilà. Et du coup on va partir dans les étoiles maintenant, on va partir dans l'espace. Partons dans les étoiles. On va laisser présenter du coup La régie, le jeu Pionnier s'il vous plaît. Pionnier.
Très bien. Déjà, merci à nouveau de nous accueillir. Comme la semaine dernière, c'est très chouette. Alors, donc, moi, c'est Romain, je suis cofondateur de Supercube, studio tourangeau, fondé en 2021 et avec lequel nous avons sorti en janvier dernier l'accès anticipé de notre premier jeu, The Pioneers, que vous voyez à l'écran. Il s'agit d'un jeu de survie-gestion qui se déroule sur une des lunes de Jupiter et dans lequel nous allons incarner l'équipage survivant après le crash du vaisseau, qui doit donc reconstruire sa base, explorer les environs, retrouver des ressources et affronter les menaces de cette lune très hostile à la vie humaine. Voilà. C'est un jeu, moi j'aime à dire que c'est un peu les Sims, mais dans l'espace. Un peu plus difficile quand même. Un peu plus difficile, un petit peu moins ambiance chill, mais avec le même genre de contrôle. Et voilà, c'est un gros jeu qui s'adresse aux gamers, PC, qui n'ont pas peur de la difficulté, de rentrer dans des mécaniques complexes. Voilà, donc le jeu il est dispo depuis janvier et pour une version finale prévue dans environ 1 an. D'accord. Le développement avance plutôt bien pour l'instant. Oui, alors c'est un jeu qui est complexe à développer parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui interagissent et donc beaucoup de bugs générés, beaucoup de choses à maintenir. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse équipe derrière, enfin grosse. On s'entend pour un studio indé, donc on est 12 personnes. Maintenant, voilà, le développement pour l'instant se passe bien et on espère pouvoir livrer une version finale au plus vite. Donc toujours pareil, les jeux, toujours on peut les tester sur le stand Pixel Player, derrière la scène Streamlab, toujours pareil. Du coup, niveau du jeu, comment est venue l'idée de vos jeux justement, que ce soit Shadow of the Guild ou The Pioneers, quelle a été la démarche que vous avez entrepris lorsque vous avez... Je sais que pour Shadow of the Guild, le jeu était un jeu qui était de longue haleine, parce que ça sort des histoires directement de tes romans, de tes nouvelles. Et pour The Pioneers, comment ça s'est passé du coup pour vous? Quelle a été votre démarche? Quel a été le déclic voilà, c'est ça, pour se lancer dans le projet et pour imaginer ce jeu, finalement. Le déclic, ça a été en 2018, le tout début de la réflexion, après avoir organisé un jeu de rôle grandeur nature, qui était un événement que... Enfin, moi, ça fait partie des événements que j'organise depuis une douzaine d'années. Il se trouve que ce jeu de rôle était organisé dans une discothèque qu'on avait privatisée, qu'on avait transformée en vaisseau spatial et dans lequel on a enfermé 70 personnes pendant un week-end à vivre une expérience de confinement spatial. Ah ouais. Et en vivant ça, et d'ailleurs en me rendant compte que c'était pas réservé aux experts, mais que tout le monde pouvait prendre du plaisir dans des univers de science-fiction, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à transposer dans une expérience numérique et que ça valait le coup d'essayer de réfléchir à voir comment on pouvait faire ce game design-là dans un jeu vidéo. D'accord. Et pour Shadow of the Guild, du coup, quel a été d'où vient Shadow of the Guild, comment ça a été pensé et depuis quand tu le développes du coup? Alors Shadow of the Guild, ça a été pensé il y a un sacré bout de temps en fait, parce que étant donné qu'on s'appuie sur l'univers des romans, en fait le personnage existe dans les romans. Et en fait, on rencontre ce personnage à un moment des romans et moi j'avais envie de pouvoir raconter aussi son histoire. Donc je m'étais dit, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réécrire un bouquin spécifiquement, on peut aller vers de la BD, univers que j'adore et ça se voit, je pense, dans le style de jeu. Mais voilà, il y avait une volonté aussi de pouvoir, moi, utiliser mes compétences techniques puisque j'étais développeur de formation, pouvoir allier le tout. Donc on a commencé à bosser sur un petit bout de proto avec des copains fans de bande dessinée justement. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, on a commencé à avoir quelque chose qui ressemblait, voilà. Et en fait, à un moment, on a sauté le pas. On s'est dit soit le projet restera dans les placards et il deviendra un petit plaisir qu'on se sera fait de faire quelque chose. Soit on va jusqu'au bout, on monte le studio et on lance le projet. Et voilà, c'est comme ça qu'est né. Mais en fait, j'ai la chance d'avoir un univers assez foisonnant. Justement par rapport à mes romans, d'avoir un gros lore. Donc en vrai, des histoires à raconter, il y en a tellement. Et il y a tellement de médias différents pour pouvoir les faire.
Voilà, que le jeu vidéo, ça a été un média possible parmi tant d'autres. Et voilà, et je voudrais pouvoir continuer à faire du cross-média, aller chercher d'autres types de médias. Je voudrais aussi que les gens puissent comprendre que le jeu vidéo peut devenir un média à part entière, c'est-à-dire au-delà du divertissement, mais aussi qui permet des choses comme du marketing, etc. Enfin, ce genre de choses. Ce qui permettrait de débloquer aussi pas mal de situations par rapport aux studios indépendants, par exemple, pour lesquels c'est souvent compliqué. D'accord. Et du coup, la source d'inspiration de The Pioneer, parce que du coup, Shadow of the Guild s'est tiré de romans. Et du coup, l'inspiration, elle vient d'où pour ton jeu ? Elle vient de plein de choses. En termes de jeux vidéo, moi je suis historiquement un gros joueur de jeux de gestion, de jeux de stratégie, de jeux de survie. Donc ça va de 4X comme Stellaris, Endless Space, à des jeux de stratégie comme Surviving Mars, Planet Base, mais aussi les Sims, en termes de contrôle, d'ergonomie. Et après, en termes d'ambiance, de scénario et de discours finalement, de propos, il y a un film qui nous a pas mal inspiré, c'est Seul sur Mars. D'accord. Oui. Même si on le reconnaît pas dans la DA. Souvent on nous dit que la DA elle ressemble un peu elle a un mood un peu alien, ce qui est pas faux. Parce que c'est quand même assez sombre le jeu, effectivement. Ouais, donc très sombre et très joué sur les clairs-obscurs, de la désaturation, ce genre de choses. Néanmoins, en termes d'ambiance et de propos, ça nous intéressait l'histoire de Seul sur Mars, puisque ça montre bien le poids écrasant de l'espace sur l'homme et si vous voulez, le fait que la moindre erreur, tout peut basculer, qu'on est sans cesse en tension. Ça, c'est quelque chose qui nous intéressait pour le côté difficulté. Et puis après, des space opéras, évidemment, comme Gravity, Interstellar, qui sont des gros blockbusters, mais qui forcément sont dans nos mémoires, dans nos cœurs et dans nos références. D'accord. C'est vrai que... Vas-y. C'est vrai que les jeux de gestion dans l'espace, on n'en a peut-être pas tant que ça. J'en ai connu quelques-uns comme Planet Base, mais dans ce style-là, c'est vrai que c'est assez exceptionnel où on déplace limite tous ces personnages un par un. Et ça, du coup, tu disais que c'est plus... est-ce que c'est ça l'inspiration Sims, du coup, se dire qu'on a chaque personnage qui est indépendant, qui a sa spécialité, qui fait finalement chacun son action, que tu dois gérer, chaque fois tu dois penser à gérer chaque personne. Du coup, on a un équipage, du coup, l'histoire c'est quoi ? On a un équipage de 15 personnes ? Ouais, c'est ça. Il y a 15 personnes qui, à la base, viennent pour une mission scientifique, se poser sur Io. Les choses se passent pas très bien, le vaisseau se crache. Et il y a 3 survivants, donc tirés aléatoirement parmi les 15 personnages jouables, qui composent l'équipage restant à diriger pendant cette mission-là. Sachant qu'on fait plusieurs runs, on fait plusieurs parties, on a à chaque fois un équipage différent. Et ça permet de tester plein de combinaisons et de stratégies différentes. Et du coup, Shadow of the Guild, du coup, c'est adapté de romans. Mais tu t'es inspiré de quoi pour écrire ces romans ? Et est-ce qu'on peut actuellement les trouver dans le commerce ? On peut les acheter ou... Ils sont distribués. Alors, ça m'étonnerait qu'en allant dans la librairie du coin, vous l'ayez directement. Il faudra sûrement le commander. Voilà, mais sinon, il est distribué partout. Les grandes enseignes, Fnac, Cultura, etc. Il n'y aura aucun souci pour le commander. Et en fait, l'origine des romans se situe dans le film qui s'appelle Stardust. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un film des années 2000 avec Michel Pfeiffer, Robert De Niro, Henry Cavill à une époque où il était jeune, etc. Donc il y a vraiment un casting de fou. Et en fait, dans ce film, Robert De Niro est un capitaine de navire volant dont la mission est de capturer des éclairs. D'accord. Et en fait, la germe de l'idée est venue de là. Et après, c'est toutes les inspirations de ce que j'ai lu quand j'étais petit, de ce que j'ai vu, de ce à quoi j'ai joué. Il y a mes voyages en Turquie notamment qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais jeune. Donc c'est pour ça qu'on est sur un univers assez oriental, et qu'on fait souvent la comparaison avec Prince of Persia pour le jeu, en l'occurrence, mais parce que voilà, il y a cette volonté-là, il y a ce truc-là. Et en fait, moi, je me suis servi aussi de la Guilde des Marchands de Pluie pour raconter des choses
qui sont un petit peu d'actualité, mais dans un autre monde. On est vraiment avec l'eau qui est la denrée la plus précieuse, la guilde en fait qui est finalement une énorme multinationale qui règne sans partage sur le commerce de l'eau. Il y a... Dans le roman, on a l'impression que ça va être les gentils, entre guillemets, mais quand on se pose, qu'on réfléchit un peu et qu'on a un regard extérieur sur le truc, on peut sincèrement se poser des questions sur ce qui se passe. Voilà. Et donc l'idée, c'était vraiment pouvoir raconter ça, se servir de notre monde et de ce monde-là pour faire passer des messages, tout en étant sur un gros roman de fantasy. Alors pas fantasy au sens Tolkien, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de créatures bizarres, etc. Voilà. Il y a juste énormément de magie. Et le but c'était vraiment ça, c'était de créer un univers dans lequel on allait pouvoir raconter la grosse bataille. Je suis fan, en l'occurrence, Romain disait qu'il était fan de jeux de gestion, de jeux de guerre, etc. Voilà. Moi j'ai une grosse appétence pour la stratégie militaire, etc. Donc il y a vraiment de la grosse bataille épique dans les romans. Et j'avais envie de pouvoir raconter ça. Bref. Et finalement, le jeu vidéo, c'est aussi un média, toi, pour développer ton univers, pour le montrer aux gens, quoi, finalement. Ouais. Moi, très clairement, quand on a fait Shadow of the Guild, il y a des moments qu'on a mis en dessin et en animation qui m'ont touché profondément. C'est-à-dire que quand le personnage traverse les quais de la forteresse volante, qui est le QG de la Guilde des Marchands de Pluie, en fait, il y a eu des moments où moi je marchais juste avec le personnage et je voyais ce que j'avais imaginé dans les romans, vraiment. Donc ça a eu vraiment une saveur particulière pour un auteur de voir son univers en images. C'est quelque chose de vraiment fort. Et du coup, comment déjà créer un jeu qui se démarque des autres sans trop être une copie conforme d'un autre jeu qui existe ? Comment vous avez élaboré cette idée-là ? Parce que vous vous inspirez déjà de pas mal de choses de la pop culture qu'on connaît tous, des films, des séries ou des jeux vidéo. Comment vous avez réussi à prendre des idées de certains jeux ou certains films et les adapter à votre manière pour pouvoir développer votre jeu ? Je pense pas qu'il y ait de recette magique. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout ce qu'on aimait bien dans un shaker, on a secoué, on a vu ce que ça donnait. Peut-être qu'avec le recul, on innoverait moins. Ça, c'est un vrai enseignement pour ce premier gros projet. C'est que plus on rencontre, on va dire, d'acteurs qui ont plus d'expérience que nous, plus le ratio qui semble être le plus pertinent, c'est 80% de copies, 20% d'innovation. D'accord. Ouais. Parce que, en fait, quand on design un produit aussi complexe qu'un jeu vidéo, à chaque fois qu'on invente quelque chose, on doit se poser énormément de questions, on doit énormément tester. Ouais. C'est source d'erreurs aussi. D'accord. Et c'est des erreurs qui coûtent cher parce que redévelopper quelque chose qui n'est finalement pas une bonne idée, ça coûte énormément de temps. Et donc, pour limiter la probabilité d'avoir des accidents industriels, il vaut mieux se limiter à des choses à la marge. Voilà, pas faire la copie d'un jeu. Moi, c'est pas forcément une démarche qui m'intéresse à titre personnel. Mais réussir à transposer des mécaniques sûres. Par exemple, si vous faites un FPS demain, il y a des conventions dans les FPS de contrôle, de visée, de déplacement, de level design. Et tout ça, vous pouvez peut-être le garder pour innover sur un truc qui est le type d'ennemi, le type d'arme. Chercher etc. vraiment le petit truc qui va permettre de mettre en avant ton jeu plus que par rapport aux autres finalement. Donc il y a un standard qualité minimum, comme disait Romain, par rapport aux attendus d'un type de jeu. Ouais. Donc ça, il est important de les avoir parce que sinon c'est une vraie problématique. Et là où ce que Romain disait sur la partie innovation, faut bien comprendre qu'il vaut mieux avoir effectivement une ou deux features qui vont être originales, mais qui vont être vraiment bien implémentées, bien faites, etc., qui fonctionnent très bien, plutôt que beaucoup de features qui finalement vont être moins maîtrisées. Oui. Voilà, ça fait partie aussi des enseignements. Et même l'avantage comparé justement à des jeux AAA et des jeux indés, c'est que on a tendance à remarquer qu'à l'heure d'aujourd'hui, les jeux AAA ont du mal à se renouveler. Finalement, c'est toujours le même gameplay. Ils ont du mal à se recycler et à apporter la nouveauté. Alors ça se vend, quoi, je veux dire. Alors que mon
retourne tout seul. Alors que Retournant. les jeux indés, finalement, vu que c'est indépendant, je sais pas si du coup les lois sont différentes ou non, mais je trouve qu'ils innovent plus et qu'ils recherchent à innover et à se démarquer de tout le monde en fait. Mais il y a le même parallèle dans toutes les industries culturelles. Vous prenez le cinéma, on va faire le 75e film de super-héros Marvel, et à côté, on va avoir du cinéma d'auteur, un petit peu plus confidentiel, mais aussi parfois un peu plus créatif, plus audacieux, plus innovant. Je pense que c'est le rôle des indépendants d'apporter de la fraîcheur au marché et de ne pas faire FIFA 75. Voilà. Après, les deux sont bien et sont complémentaires. C'est vrai. Après, du coup, comme vous disiez, il faut prendre 80-20. Est-ce que la part de 80, elle sert aussi pas à rassurer la personne qui va jouer, donc le et puis joueur à faire un jeu aussi qui est maîtrisé. Comme le disait Voilà. Robin, Oui, aussi à chaque pour fois vous, qu'on de votre innove, côté, on prend des risques et il vaut mieux avoir des features bien maîtrisées que beaucoup de features innovantes qui ne marchent pas. Bien sûr. Et donc voilà, ce ratio 80-20, c'est Oui, ça, c'est très théorique. oui, voilà. Mais c'est pour dire, ça sert à rien de réinventer l'eau chaude à chaque fois. Simplement une proposition forte qui apporte un vent de fraîcheur sur un socle connu par les joueurs, maîtrisé. Ça nous semble être une bonne stratégie aujourd'hui. Et du coup, moi j'avais une autre question. On a eu avant, que ce soit sur Honor Party ou sur Tiny Visitor, on nous a dit on a communiqué sur notre projet beaucoup trop tard. Et du coup, vous à ce niveau-là, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pensez que la communication c'est quelque chose qui a peut-être fait défaut, ou est-ce que vous dites non, finalement j'ai fait ce que j'ai pu. Lorsqu'on a commencé à avoir des idées, on les a mis en avant. Comment ça s'est passé vous pour votre côté à ce niveau-là? Alors de toute façon, il faut bien comprendre que le marketing et la communication, c'est un poste qui est extrêmement onéreux, mais de toute façon indispensable. Quand on parlait de AAA ou même de AA, on peut se pencher facilement sur les chiffres du coût de la production et du coût du marketing qui a été fait derrière. Ouais. Et là où effectivement la plupart des jeux indépendants, même de bonne qualité comme on pêche, c'est que souvent la com et le marketing derrière n'ont pas la puissance nécessaire pour permettre d'émerger. Sauf cas qui plutôt exceptionnels ou en tout cas bien menés. Mais très clairement, en fait, la communication autour du jeu et le storytelling autour d'un jeu doit être pensé quasiment, enfin en tout cas à mon sens, moi de l'expérience que j'en retire, quasiment au départ de la création. Ouais. Voilà, le message qu'on va véhiculer, ce qu'on va vouloir transmettre et les axes sur lesquels on va vouloir justement appuyer la communication doivent être pensés dès le départ. Et justement, dans les créateurs indépendants, malheureusement, il y a plein de mèmes qui circulent sur la question. Quand on commence à parler marketing, commercial, c'est mais ouais, mais sauf qu'en fait, la création c'est bien, produire c'est bien, mais à la fin, c'est pour que ça tombe dans les limbes de Steam, ça n'a pas d'intérêt non plus. On fait un jeu parce qu'on y croit, parce qu'il nous plaît, parce que voilà tout ça, mais on le fait pas pour nous, on le fait pour les joueurs, on le fait pour les autres. Donc il faut se poser ces questions-là très en amont. Très en amont, c'est vraiment ultra important. D'accord. Et comment, du coup, on met ces étiquettes de jeux AAA, AA et tout ça? Comment on référence ce type d'évolution en fait dans un jeu vidéo? Je ne sais pas. Moi non plus. Je pense que c'est une histoire de perception, c'est très subjectif. Peut-être de financement, enfin combien Alors, le jeu a voilà. coûté ou... S'il y a un critère objectif, c'est le budget de production. Parce qu'effectivement, pour faire des jeux avec des graphismes sublimes, des animations parfaites, une grosse durée de vie, etc., faut beaucoup de moyens. Donc on va rentrer dans des catégories AA, AAA. Après, aujourd'hui, on parle aussi de triple I. D'accord. Sur le marché de l'indépendant, donc d'accord. I comme indie. Il y a aussi tout un degré, toute une diversité de budget, de qualité. L'indie, ça peut être le développeur solo qui fait son jeu dans sa chambre, et ça peut être Stray, 6 ans de développement, 40 personnes, et puis, alors je connais pas leur budget, mais probablement autour de 20-30 millions. Donc on est là-dedans.
C'est surtout la perception des joueurs qui compte. Est-ce que le jeu a l'air d'offrir une expérience proche des standards, des majors de l'industrie? Est-ce que le jeu a une patte très indé, très artisanale? Quel prix je peux mettre à ce jeu? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Et comment il a été marketé aussi. Oui, mais plus que... oui, si tu veux. Mais je veux dire, Stray par exemple, on est d'accord, on prend 6 ans de développement, 40 personnes, et édité par Focus, je crois. Édité par Annapurna. C'est Annapurna, Stray? Ok, bon bref. Voilà, donc c'est pareil dans les éditeurs, on va avoir des degrés aussi de considération, Annapurna, on va plutôt dire que c'est un éditeur indé aussi. Et c'est là où l'étiquette elle est compliquée à avoir, mais très clairement, des jeux comme Stray, quand on compare effectivement à du jeu indépendant, même à notre niveau, on n'est pas du tout sur les mêmes référentiels. Ouais, mais je crois que de toute façon les joueurs se posent pas trop cette question. Ils regardent le produit, ils essayent de l'évaluer, ils regardent les commentaires, ils vont regarder les let's play sur YouTube, des streamers, et puis ils vont se faire leur propre avis. Et ils vont aussi peut-être essayer d'évaluer si le prix est bon par rapport à l'expérience perçue qu'ils ont du produit. Mais je ne suis pas sûr qu'ils s'arrêtent à des étiquettes. Voilà, on a des contre-exemples tout le temps. Donc, des jeux qui ont très bien marché alors qu'ils n'ont clairement pas des AAA. T'as une question? D'accord. Moi j'avais une autre question. Lorsqu'on développe un jeu, est-ce qu'on a la tête dans le guidon et on voit que notre jeu, ou on continue quand même à essayer d'autres jeux autour pour peut-être s'inspirer ou autre? Là encore une fois, moi je réponds plus à titre perso, mais nous c'est important en effet, on passe beaucoup de temps à faire de la veille, à la fois sur notre thématique pour, alors je dirais pas surveiller la concurrence parce qu'on le perçoit pas du tout comme une concurrence frontale qui nous empêcherait de faire des ventes ou quoi que ce soit, mais plus essayer de voir quel jeu gravite dans notre environnement. Et puis après aussi jouer à d'autres choses pour s'aérer l'esprit. Parce que les développements sont en général très longs dans le jeu vidéo et c'est compliqué de bosser toujours sur le même jeu pendant des années. Donc si on joue pas aussi à d'autres trucs qui n'ont rien à voir, on peut fatiguer très vite. Et donc c'est important de rester les oreilles grandes ouvertes, les yeux grands ouverts et de jouer à plein de choses. Et en plus, si possible, en équipe, parce que ça nous permet d'en parler, d'analyser les jeux. Et en effet, comme tu le disais, parfois d'avoir des idées aussi à venir dont on peut s'inspirer pour transposer dans notre propre jeu. Donc le cliché du coup des développeurs de jeux qui sont dégoûtés de jouer à des jeux vidéo, c'est faux finalement, parce qu'on est toujours en quête de recherche, d'enrichir notre culture générale finalement. Ouais, on peut vite être dégoûté de jouer à son propre jeu. Après, on a la passion du jeu vidéo en général, et je pense qu'on ne sera pas dégoûté de jouer aux jeux vidéo dans le sens large. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine fatigue, une certaine lassitude par rapport à son propre bébé, quoi. Ça, c'est-à-dire à le voir tout le temps, travailler dessus, des fois faire des tests, j'imagine aussi. C'est vrai que si on a un développement qui est souvent assez long, donc 1 an plus, voire 2, des fois 3 par moment, même, parfois même plus, c'est quand c'est une idée qui peut être prolongée sur très long terme. Justement, sur la longueur des développements, est-ce qu'il n'y a pas des choses, lorsque vous démarrez un développement, par exemple, vous commencez un développement et 3 ans après, peut-être qu'une feature, vous voulez la modifier parce que vous dites peut-être qu'elle n'est plus forcément au goût du jour. Comment ça se passe? Comment vous prenez cette décision-là parce que vous êtes encore en développement finalement. Donc finalement, les seuls retours que vous pouvez avoir, c'est une introspection au niveau de vous, finalement, les développeurs. Donc comment ça peut se passer? En fait, très clairement, on a tout le temps envie tout le temps des idées, de nouvelles features, etc. Ouais. Et c'est là où rentre en compte en fait un élément important qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire qu'il y a une part de création, mais il y a aussi une part où il faut bien comprendre qu'un studio, comme toute boîte, c'est comme une entreprise. Donc ça veut dire qu'à un moment, la décision de développer une nouvelle fonctionnalité ou de la modifier, elle a un impact sur le projet en termes de temps, en termes de coût. Forcément, puisque le jeu vidéo, toute la prod, c'est du temps homme. Donc, c'est un coup, c'est pas une pièce qu'on va changer et qu'on va juste réusiner, et puis on se dit ok, à la fin, ça va rentrer pareil, et puis ça va pas changer ma chaîne de production. Non, tout a un impact vraiment important. Donc c'est là où ça rejoint aussi ce que vous disiez avant, c'est-à-dire
on s'inspire, on joue à d'autres jeux, etc. On voit des features qui peuvent être intéressantes. Donc on va encore une fois pas copier, mais s'inspirer toujours. Et ça, je pense que c'est le moteur de de toute création. Pour moi, c'est essentiel. Et après, effectivement, toute features, il y a un aspect malheureusement commercial qui rentre en ligne de compte. On peut pas débarquer en plein milieu de la prod et dire bon bah les gars, on change tout en fait. Le personnage, c'est un truc bête, hein, mais on prend un exemple sur les platformers, action platformers, c'est facile. Voilà, on change juste la puissance du saut du personnage par exemple, ou on décide de faire un double saut. L'entièreté du level design tout peut être mis à la poubelle et être recommencé. Oui. C'est pour ça que généralement quand on crée un jeu vidéo, on crée ce qu'on appelle un game design document où on référence un peu tout ce qu'on va faire dans le jeu vidéo et on bloque certaines possibilités et du coup ça permet de mieux guider la création et de ne pas retoucher à certains trucs qui vont faire recommencer soit le projet à zéro ou soit le faire reculer pour le Il y a un truc qui est très connu dans le milieu du game design, c'est The Door Problem. Vous pouvez taper ça sur Google. C'est un peu une blague, hein, mais c'est un article publié par une game designeuse il y a quelques années qui montre toutes les questions qu'on peut se poser avec une simple porte quand on design un jeu. D'accord. Et il y en a des centaines, l'article fait 15 pages, et on se rend compte à ce moment-là que pour chaque objet, chaque décision qu'on va prendre dans le jeu, en fait, elle implique une quantité d'autres décisions qui vont venir s'interconnecter les unes avec les autres et qui vont rendre petit à petit le produit de plus en plus complexe. Et c'est ça un peu le piège du game design. C'est de dire, peut-être qu'au bout de 2 ans, je me rends compte que tel truc, ce serait bien, mais il y a une interdépendance avec une décision que j'ai prise il y a 2 ans pour une autre raison. Et malheureusement, je dois faire avec. Et tout l'intérêt du truc, pour ne pas recommencer éternellement, et finalement, c'est aussi de ne pas devoir finalement en ouvrant une porte devoir régler tous les problèmes qui vont avoir avec parce que du coup il y a un coût. Aujourd'hui on a tendance à travailler de manière très itérative, à moins graver dans le marbre dans un game design document justement. Alors on en a un, mais nous il va être évolutif, c'est-à-dire qu'on va le créer au fur et à mesure du développement pour éviter de prendre des décisions qui auront un impact dans le futur. Oui, mais les décisions que vous avez prises qui sont déjà... Je pense que non. Nous on est là, on est présent. Mais du coup, vu que vous, quand même, vous êtes... on est revenu. On est revenu. Vu que vous êtes quand même du coup joueur et développeur, est-ce que récemment vous avez peut-être découvert des petites pépites ou des petits jeux à conseiller pour les gens peut-être qui veulent se lancer dans des jeux indépendants ou autres? Runner Party, The Pioneers. Moi je joue à beaucoup de choses. J'ai pas beaucoup de temps, mais par contre j'essaye beaucoup. D'accord. Dernièrement, qu'est-ce qui m'a plu? Against the Storm. D'accord. Qui est un roguelite qui mélange roguelite et construction de ville un peu. Après, on essaye de jouer un peu en équipe, donc des jeux coop, même des jeux en versus. Par exemple, on joue beaucoup à Age of Empires 4. Alors, c'est pas une petite pépite, oui, mais c'est bien parce que les parties sont courtes et on peut jouer tous ensemble. Ouais, et puis Runner Party parce que c'est un des meilleurs jeux du moment. Avec Shadow of the Guild. Avec Shadow of the Guild. C'est un peu les deux jeux préférés en ce moment. Et toi, du coup? Moi, je me suis cassé la tête sur Wizard of Legend. Je sais pas si ça vous parle, c'est un petit roguelite comme on faire de mes romans. Donc j'en suis à 3 romans et j'ai une BD aussi qui était sortie, qui était une adaptation de jeux vidéo. D'accord. Justement. Donc j'avais déjà eu l'occasion de me confronter. Et puis après, c'est l'apprentissage, chercher, lire, regarder des conférences, se confronter aussi à la vie de ses pairs. Voilà, faut pas avoir peur de ça en fait, notamment dans l'écriture et dans le narratif. C'est ultra important en fait de venir chercher la vie des autres et surtout pas la vie de son premier cercle ou de son deuxième cercle. Ce qui est intéressant, c'est le 3e, 4e, 5e cercle, aller chercher des gens qui vont te challenger et qui vont t'en mettre plein la gueule, voilà. Mais de façon honnête, en fait. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de chercher la critique objective, c'est ce qui fait avancer le plus, vraiment. D'accord. Ouais, donc c'est tout le travail finalement. On peut pas toujours avoir une introspection parfaite sur nous, nos jeux, etc. Donc du coup, effectivement,
les retours, c'est même que ce soit sur des personnes 3e, 4e cercle, ou même lorsque vous publiez pour la première fois vos jeux, les retours qu'on vous fait, s'il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui disent la même chose, à force sur le long terme, effectivement, c'est là où vous essayez de vous dire, ah oui, peut-être que cette feature-là, ou juste une petite chose quoi, sur votre jeu, peut-être que vous vous dites, bon, on va peut-être essayer de la revoir pour que ça soit peut-être plus plaisant à jouer, quoi. Donc du coup, les retours, c'est les choses qui vous font le plus progresser, c'est bien ça. Oui, bah nous c'est pour ça qu'on a fait un early access. C'est pour co-construire le jeu avec la communauté. On n'a pas toujours les réponses, on n'a pas la science infuse, et il y a toujours la vérité de l'expérience vécue par l'utilisateur d'un produit qu'il faut assez vite aller chercher. Donc pour nous, l'early access, c'est le but, c'est de sortir un peu de notre grotte et qu'il y ait tous nos joueurs qui puissent interagir avec nous. Donc sur Discord, on a des endroits pour rapporter les bugs, des endroits pour faire des suggestions. Les joueurs aussi, surtout à l'international, nous contactent beaucoup via Steam, via les forums directement sur Steam. Donc voilà, on en a des tonnes de sujets ouverts. On a des gens qui nous envoient des fichiers Word avec 4 pages de texte. Des essais, quoi. On ne peut pas tout intégrer, et évidemment, c'est pas souhaitable. Il y a une direction, il y a une vision à maintenir. Mais par contre, c'est vrai que quand il y a des récurrences, on en tient compte. Nous, on fait des stats, voilà, on essaye de voir ce qui ressort le plus, etc. Et régulièrement, on implémente des features de la communauté où on revoit certaines features qui semblent poser problème parce qu'on a eu ces retours-là. D'accord. Ça doit être agréable aussi de voir que des personnes sont impliquées dans le développement, notamment quand c'est en early access. Et vous disent, alors surtout quand tu disais que des personnes font des fois 4 pages de Word pour vous expliquer leur vision, c'est toujours, j'imagine, très gratifiant d'avoir des retours, même positifs ou négatifs, mais à partir du moment où ils sont constructifs. J'imagine que vous, tout ce qui vous intéresse, c'est que c'est tout ce qui vous permet, vous, d'avancer et de vous dire... non, mais ça se voit qu'ils se projettent dans l'univers et dans le jeu. Ils ont, ça leur a fait naître plein d'idées. On est tous capables d'avoir des idées et souvent très bonnes. Donc après, on prend le temps de les lire, évidemment. Modulo, conserver la vision du jeu. Et puis le jeu vidéo est un espace communautaire, en fait. Et vraiment un espace communautaire. C'est-à-dire que il faut prendre en compte les suggestions, il faut prendre en compte les retours, à minima faire bien montrer aux gens qu'on les entend et que voilà, on peut ne pas intégrer, ne pas pouvoir faire la modif que les gens veulent, etc. Et voilà, il y a vraiment un esprit de communauté, on le voit sur tous les jeux. Il y a des communautés parmi tous les jeux et en fait, se fidéliser une communauté, c'est vraiment essentiel pour permettre à un jeu de vivre et de perdurer surtout. Du coup, je crois qu'on n'avait pas parlé de ça, mais ils sont disponibles sur Steam. Est-ce qu'ils sont disponibles sur d'autres plateformes, vos jeux ? Alors nous, pour l'instant, c'est uniquement Steam pour avoir un seul early access à gérer. D'accord. On sera distribué sur d'autres plateformes quand le jeu sortira dans sa version finale. D'accord. Au niveau des prix, du coup ? 30 €, moins 25% en ce moment pour les Summer Sales. Yeah. Disons que tous les jeux sont en solde en ce moment. C'est Steam qui fait des soldes, donc nous on participe, voilà. D'accord. Et pour Shadow of the Guild, du coup ? Shadow of the Guild, pour l'instant, il est disponible que sur Steam. Il devrait l'être prochainement sur Epic. Et puis, il y a un projet de déploiement sur Xbox. D'accord. Et il est à 8 € actuellement. Voilà. D'accord. Au niveau de la convention, comment ça se passe ? Au niveau des retours, ça se passe bien ? Il y a pas mal de gens qui essaient de tester les jeux, du coup ? Est-ce que... je pense notamment aux jeux de gestion. Est-ce que ça se prête aussi au format convention The Pioneers ? Parce que finalement, c'est un jeu qui est un peu plus long sur le temps. Faut venir essayer, puis vous jugerez par vous-même. Après, moi en soi, le jeu, je l'ai essayé. Donc, est-ce que c'est la version, est-ce que c'est la version qu'on a testée ou c'est une version exprès pour les conventions ? Non, c'est la même version. Non, aujourd'hui, on peut pas se permettre de faire une version spéciale. Donc, c'est plus une découverte du jeu parce qu'en effet, les parties sont longues. Donc, à moins de se poser toute la journée sur un ordi, ça sera compliqué. Ça permet de se faire une idée de ce qu'on appelle le game feel, quoi. Quelle est la sensation qu'on a avec le jeu, juger de la qualité, de voir si c'est une expérience qui nous convient, si éventuellement on a envie de l'acheter par la suite. Mais on peut effectivement pas finir une partie complète du jeu sur un salon. D'accord. J'avais une question. Est-ce que vous regardez, je pense que vous regardez YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne GDC. Oui. Est-ce que vous regardez justement des conférences de la GDC pour
savoir un peu comment ils ont fait telle chose pour vous aider dans vos travaux et tout ça? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, que ce soit en termes d'inspiration, etc. En fait, on est dans un métier justement qui évolue et tellement vite, avec tellement d'idées, tellement de possibilités, etc. que il faut impérativement se nourrir des autres, se servir de ça, en sélectionnant ce qui nous convient aussi, hein, parce que tout n'est pas forcément applicable à tous les types de jeux. Voilà, il y a toujours important de se nourrir, que ce soit d'idées, de sujets, etc. Pour moi, c'est essentiel. Non, puis tu parlais de la GDC, mais nous, on a aussi des très beaux événements en France. Le Game Camp qui avait lieu la semaine dernière ou la semaine d'avant. 1600 développeurs, 150 conférences, ça se passe à Lille. Donc on a nous aussi en France des événements comme ça, donc auxquels on participe. Il y a des conférences derrière qui sont mises en ligne et tout, mais en fait il y a beaucoup d'indés à ce genre d'événement. C'est pas réservé uniquement au AAA. Donc oui, on essaye de participer pour rencontrer nos homologues. D'accord. Et ça permet aussi du coup d'échanger les connaissances, j'imagine. Exactement. Et de montrer aussi à votre communauté en fait comment le jeu auquel ils jouent est développé et mis en œuvre pour qu'ils passent un bon moment dessus et tout ça. Est-ce que c'est des trucs que vous mettez en avant sur vos réseaux sociaux aussi, le développement de votre jeu et tout ça? Pas assez. Ça c'est un problème plus de moyens, je dirais, de temps. D'accord. Parce que on est dans une industrie qui doit beaucoup communiquer, mais à chaque fois qu'on communique, on produit pas. Oui. Donc il y a toujours ce dilemme un petit peu, je dirais. Et dans un monde idéal, il faudrait peut-être beaucoup plus être en contact quotidien, quasiment comme un YouTuber, un créateur de contenu, un streamer. Nous, c'est peut-être pas notre culture, donc ça reste à construire, à améliorer, en tout cas pour nous. D'accord. Du coup, un petit mot pour la fin. Aujourd'hui, si vous deviez donner quelques conseils à des personnes qui veulent se lancer dans une aventure indépendante sur les jeux vidéo, qu'est-ce que vous conseillerez, vous? La première des choses, c'est allez-y, mais allez-y préparé. Ouais. C'est-à-dire que on ne fait pas un projet simplement sur une idée, sur un rêve. Ça se bâtit, ça se réfléchit en termes. Alors c'est pas très glamour à chaque fois quand on me pose la question, je le dis, mais c'est pas glamour, mais en fait comment ça se réfléchit vraiment en termes d'entreprise, en termes de coûts, etc. Voilà. Et puis peut-être la petite piqûre de rappel quand même sur le côté marketing et com. Voilà. Ouais. C'est pareil, une stratégie marketing et com, ça se réfléchit bien en amont. Bien en amont, du coup, ouais. Après, je nuancerais en disant qu'on peut aussi faire des jeux sans avoir de volonté de gagner de l'argent avec. Hein. Oui. Il y a aujourd'hui tous les outils sur Internet, que ce soit en termes de moteur de jeu, logiciel de création, auto-formation, voilà, via des tutos, de la documentation, des communautés. Ouais. On en rencontre des ados à 14 ans qui ont fait 3 jeux. Et le but pour eux, c'est pas forcément d'en vivre, c'est déjà de développer leur passion, développer des liens avec d'autres développeurs, d'autres créateurs, et peut-être de préparer une future professionnalisation. Et voilà, je pense que c'est vrai que si on veut se lancer de manière pro, il faut être un petit peu armé, un peu équipé, et un peu prêt à ce qui va se passer. Ouais. Mais si on n'a pas forcément cette ambition-là, c'est d'abord un monde absolument formidable pour créer des projets, faire des choses super amusantes, et laisser libre cours à sa créativité parce que c'est un médium qui le permet, où tout est possible. D'accord. Écoutez, je pense c'est une belle conclusion, moi, je pense. Ouais, je pense que c'est une belle conclusion. En tout cas, écoutez, merci beaucoup, messieurs, merci pour d'avoir pris le temps. Alors, on rappelle, du coup, vous pouvez tester les jeux sur le stand de Pixel Player, du coup, qui est juste derrière le plateau Streamlab. Tout à fait. Et du coup, si vous voulez ensuite discuter avec eux de leurs jeux, etc., ou même autres, vous pouvez. Écoutez, encore merci, messieurs. Merci, c'était un plaisir. Merci. Écoutez, le plaisir, en tout cas, était pour nous. Oui, aussi, de vous recevoir. Quant à nous, on va rendre l'antenne, du coup, en tout cas, sur cette chaîne-là. On est sur quelle chaîne après? On est chez Wartox, il me semble. Chez Wartox. Il y a une petite interlude. L'interlude de jeu Relais BG stylé. Salut Rexeo.
Bah, en tout cas, on va rendre l'antenne pour l'interlude. En tout cas, on vous dit à très vite et des bisous à tous.